Bon, ben, salut tout le monde. Alors, le podcast, le trio économique est en route. On sait où ça va commencer à peu près. On ne sait pas où ça va finir. On ne sait pas quand non plus ça va finir, mais peu importe, on s'en fout un peu. Vous savez comment ça marche. Patreon disponible 4 semaines à l'avance. Ensuite, encore Patreon pour les abonnés du premier niveau 2 semaines à l'avance. Et finalement, quand on le rend public sur YouTube et sur Spotify en même temps, pour ceux qui veulent l'audio et le vidéo. On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment. On a fait des playlists pour vous pour trouver facilement les podcasts du Trio économique parce qu'on se rend compte que vous les écoutez vraiment avec beaucoup de délai quand même. Donc, on sort le podcast un mardi, mais samedi, il va y avoir beaucoup d'écoutes le dimanche aussi. Donc, abonnez-vous aux playlists si vous voulez ne rien manquer. Puis, évidemment, abonnez-vous à la petite cloche sur YouTube. Comme je dis à ma femme, j'ai une face pour la radio. Ouais. Ouais, mais tu remets tellement en doute ses choix quand tu dis affaires de même. Ouais, mais écoute, Elle t'a sélectionné là, quand même. Ouais, c'est parce que par extension, tu lui dis qu'elle n'a pas de goût. Tu sais. non, mais moi, c'est parce que je pense que ma femme, ce qu'elle voulait, c'était pouvoir être canonisée, tout fin pratique. Parce que déjà, en étant avec moi, elle trouve une énergie qui est miraculeuse. Donc, déjà, elle se qualifie pour un premier miracle. Et si je meurs d'une mort naturelle, elle va se qualifier pour un deuxième miracle, celle d'avoir eu l'énergie de ne pas m'étrangler, donc que je ne mourre de peur, que je meurs d'une raison non naturelle. Ainsi, si je survis, je vis jusqu'à un vieil âge et je meurs naturellement. Ma femme va s'être qualifiée pour le deuxième miracle. Ainsi, il suffit que quelqu'un propose son nom au Vatican et elle sera canonisée. Ouais. Mais c'est drôle que tu parles d'étranglage, parce que l'autre fois, ça m'est revenu avec une anecdote. Je pense que c'était. Comment il s'appelait ce gars-là? Je pense que c'était Louis Althusser. C'est un genre de marxiste français là, qui enseignait à l'École normale supérieure. Lui, il méprisait cette école-là pour une raison que j'ignore. Finalement, il a fini à l'asile parce que sa femme essayait de l'empêcher d'aller foutre le feu à l'école puis il l'a étranglé. OK, non, là, je ris plus. Je trouve que c'est. Je ris en même temps. Ben, moi, je trouve ce genre d'anecdote. Ben, écoute, c'est quoi? J'ai rien à rajouter. Je sais pas quoi rajouter à ça. C'est vraiment dark. Les gens vont découvrir Frank tranquillement aussi. Hein. Il y a un petit côté. Il y a un petit côté louche parfois. Là, écoute, à quoi servent ces anecdotes-là si on ne peut pas les partager aux autres? De quoi on voulait parler aujourd'hui? On va parler de langue. OK. T'as fait un papier, Vincent, c'est la langue. Il faut que tu en parles. Là. Ça fait 3 semaines que tu vas parler puis on n'en parle pas. Ben, j'ai pas dit que je voulais en parler, j'ai dit que je l'avais fait le papier. Mais. Il doit y avoir de quoi d'intelligent là-dedans, pareil, veux pas. Mais, en tout cas, j'espère. Ben, écoute, on va commencer sérieux, on va sauter dans l'eau froide direct. Là. Le papier, en fait, c'est vraiment, c'était pas voulu le timing parce que c'est l'histoire de la loi. Là, j'oublie le numéro qu'ils leur ont donné, mais 101, 96. maintenant 96. C'est ça. J'allais dire 196, mais je le savais que c'était faux. C'est 96. Ils ont sorti leur projet de loi. Moi, j'avais déjà soumis mon étude avec l'Institut économique de Montréal et c'était basé sur d'autres études que j'avais faites qui sont soumises à des journaux scientifiques dans lesquels j'essaie d'expliquer le rattrapage économique des francophones. Et en expliquant le rattrapage économique des francophones sur l'entièreté du 20e siècle, il y a un fait vraiment, vraiment cool qui se dégage sur comment tu fais pour avoir une vitalité linguistique, comment tu fais pour que le français soit plus populaire. Et pour un économiste, c'est assez facile à dire, là, mais c'est que tu augmentes la vitalité économique du français, tu vas augmenter la vitalité démographique du français. C'était vraiment simple comme ça. Fait que d'obliger les entreprises de 50 employés et plus à avoir tout francisé leurs affaires, c'est pas ton approche, de ce que je comprends. Là. Absolument, absolument. Puis la raison, c'est parce que dans les années 40, mettons que tu prends le revenu des francophones en pourcentage des anglophones depuis 1940, tu vas voir que les francophones étaient à peu près 30 plus pauvres que les anglophones. Mm-hmm. Mais en 1940. Mais de 1940 jusqu'à 2000, ils rattrapent à une vitesse incroyable. Chaque année, à chaque recensement, une bonne partie de l'écart se referme. Puis depuis 2000, il n'y a plus d'écart du tout économique entre les francophones et les anglophones au Québec. En fait, c'est l'égalité presque parfaite entre les deux groupes. C'est le contenu un peu de ton livre là, sur le grand rattrapage. Là. Oui, mais il y avait une chose qui me gossait dans mon livre, c'est que je n'avais pas parlé assez du français, okay. Du statut spécifique des francophones avant 1960. J'avais des trucs qui me permettaient de trianguler un peu, mais ça n'allait pas directement au sujet. Puis c'est parce que quand j'ai écrit la première version de mon livre, il y avait une base de données qui n'était pas encore disponible
sur des vieux recensements. Puis depuis mon livre, ces données-là sont devenues disponibles. Je me suis dit, OK, regarde, on va aller visiter ce point faible de mon propre travail pour voir si ça se tient. Puis oui, ça se tient, heureusement, pour moi. Mais en gros, quand tu regardes, la raison 41, c'est t'avais-tu vraiment... un stress juste pour le fun que ça ne se tienne pas? Non, j'avais des choses qui m'avaient dit que c'était déjà clair qu'il y avait un rattrapage des francophones qui se faisait. Ce qui me stressait plus, ce n'est pas si oui ou non il y avait eu un rattrapage avant 1970. C'était davantage, est-ce qu'il y avait un rattrapage prononcé ou pas très prononcé? Donc, c'était-tu modeste avant, puis là, ça accélère dans les années 70, ou est-ce que c'était la même vitesse tout le long? Moi, j'étais plus stressé de que ça soit, étrangement, c'est que ça soit toute la même vitesse tout le long, parce que là, j'aurais douté de mes propres résultats, parce que c'était ben trop beau pour que ça soit vrai. Finalement, c'est la deuxième option, c'est qu'il y a un rattrapage qui a commencé entre 40 et 71, mais il y a un gros rattrapage dans les années 70 avec les lois linguistiques. Mais le gros du rattrapage, tu prends la carte de tout ce qui a été rattrapé, tu la divises, la bonne partie, ça se fait entre 41 et 71. Puis dans la même époque, c'est là que c'est important pour la question linguistique, c'est que le rattrapage des francophones se fait à la même époque que les anglophones commencent à apprendre à parler français, puis que les allophones, les immigrants qui viennent au Québec, aussi commencent à apprendre le français. Et là, le point que moi j'essaie de faire, c'est que la vitalité économique du français va déterminer la vitalité linguistique du français lui-même. Donc, tu ne peux pas séparer les deux. Un va mener à l'autre, surtout que dans la période 41-71, il n'y en a pas de loi linguistique, il n'y en a pas d'intervention de l'État. C'est vraiment quelque chose qui se produit indépendamment de la loi 101, indépendamment des efforts de scolarisation en français. C'est uniquement un rattrapage qui est purement économique. Et tu vois que dans cette époque-là, alors qu'en 20 ans, les allophones, les anglophones avaient à peu près 30 de bilinguisme dans leur groupe, ben 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, en 71, c'est à peu près 55-60 qui parlent le français et l'anglais au quotidien. Donc, qui connaissent les deux langues, donc qui ont appris et qui l'utilisent quotidiennement. Donc, tu as un rattrapage du français qui était bien commencé avant 1971. Ça revient un peu à ce que, excuse Diane, ça revient un peu à ce que tu disais dans le dernier podcast, là, que finalement, les politiciens suivent la réalité économique et sociale pas mal plus qu'ils en sont les auteurs là, au bout du compte. Oui, puis surtout que moi, le point que j'essayais de faire dans le truc, c'est que la loi 101 n'est pas tant une cause qu'un résultat de. Le rattrapage qu'il y a eu au Québec des francophones était tellement important entre 41 et 71 que tu avais une élite francophone économique qui a émergé, qui a commencé à demander ces lois-là. Tu n'aurais pas pu avoir la loi 101 si tu n'avais pas eu le rattrapage économique dont moi je parle. Donc, c'est un peu pour dire que tu es en train peut-être d'inverser le lien de causation. Mais ce qui est vraiment hot avec ça, de mon finding, c'est que ça explique aussi pourquoi pendant longtemps les Québécois ne rattrapaient pas. Pendant très longtemps, ce qui se passait, c'était que tu avais des Québécois les francophones étaient peu éduqués, mais les anglophones étaient très éduqués. Le résultat, c'est que tu avais comme deux économies qui évoluaient parallèlement, mais comme le capital physique est complémentaire au capital humain, ben où est-ce que le grand capital allait? Vers les anglophones. Donc, les anglophones, eux, parce qu'ils étaient bien éduqués, recevaient aussi le capital physique, la machinerie, le grand équipement, le grand capital, la finance, parce que là, ça faisait qu'ils avaient des salaires plus élevés. Les francophones, eux, n'avaient pas ça, mais eux, tout ce qu'ils épargnaient allait dans le secteur anglophone. Mais dès qu'on a commencé à plus s'instruire, les francophones ont commencé à avoir des niveaux d'éducation plus élevés, ben là, ils ont rattrapé les anglophones, puis le capital a commencé à se déplacer vers les francophones, que tu as commencé à avoir un rattrapage salarial. Puis en même temps, l'accident de ça, c'est le rattrapage linguistique, le fait que le français devient de plus en plus utilisé au Québec à cette époque-là. Puis ça te montre que, c'est ça le point que j'essaie de faire avec la loi 96, c'est que tu peux avoir encore des gains à faire pour le français au Québec, mais ça n'a pas nécessairement besoin de passer par des lois linguistiques. En fait, les lois linguistiques ont probablement livré tout ce qu'elles pouvaient livrer. La croissance économique, l'entrepreneuriat, augmenter les caractéristiques économiques des francophones. Ça serait toutes des choses qui probablement
dans le long terme, solidifierait davantage la position du français que, par exemple, étendre la loi 101 au cégep, qui aurait pour effet secondaire de peut-être nuire aux jeunes francophones qui, eux, veulent juste apprendre l'anglais en allant au cégep. Dans le fond, là, de ce que je comprends, c'est que tu dis la vitalité économique du français ou du fait français. On peut comprendre, il y a un peu la direction des entreprises là-dedans, veut pas, qui est plus faite maintenant par des francophones que des anglophones, à l'époque où c'était tous des anglophones. Et de par le fait que les francophones ont gravi les échelons dans les compagnies, se sont ramassés un peu à la tête de ces entreprises-là, ont créé des nouvelles entreprises d'entrepreneuriat. On s'est ramassé dans une situation où est-ce qu'un anglophone voulait parler français pour participer à l'économie du Québec. C'est ce que j'en comprends. Puis là, dans le contexte de la loi 96, si on prend surtout le bout des cégeps, je pense que c'est le plus grand irritant dans toute cette affaire-là, selon moi, c'est qu'on prend des francophones qui veulent continuer de gravir les échelons, de dire, ben moi, écoute, je veux participer à une entreprise multinationale bientôt parce que je veux être bilingue, je veux être capable de parler en anglais avec mon boss qui va être à Hong Kong ou peu importe. Ben là, on veut empêcher les francophones de faire ça, alors que quand on y pense, c'est le fait que les francophones ont monté les échelons corporatifs qui nous ont amenés justement à retrouver cette vitalité-là économique pour le français, puis qu'éventuellement, le français est redevenu séduisant, même pour les allophones, les anglophones. En coupant les ailes des francophones, on va se mettre dans une position où est-ce qu'on pourrait même nuire au fait français, de ce que je comprends. Oui, de deux manières, premièrement. Donc, en fait, peut-être trois manières. Je te dirais qu'il faut que vraiment il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas sur la langue. La langue, c'est exactement, bon, tu peux faire la version Mathieu Bock-Côté, qui est plus la question de la nation, qui n'est pas nécessairement faux, mais qui manque, selon moi, l'essentiel. C'est celui que la langue, c'est aussi un capital humain. Si j'apprends une nouvelle langue, ça a le même effet à un certain degré que d'aller à l'école une année de plus. Donc, il y a un effet. Donc, quelle langue on choisit de parler? Parce que plus qu'il faut qu'on dépense une ressource, donc il faut qu'on dépense notre temps, notre argent pour acquérir la maîtrise d'une langue, mais laquelle on va choisir en premier? On va choisir celle qui va nous offrir un rendement qui, bon, des fois, ça peut être sentimental, des fois, ça peut être pour d'autres raisons, mais en grande partie, il va avoir le gain de revenus que je peux avoir de parler cette langue-là. Donc, qu'est-ce qui détermine le gain de revenus à maintenant? C'est le nombre de personnes qui parlent la langue que tu veux apprendre et les caractéristiques des gens qui parlent cette langue-là. Donc, si tu as un grand groupe de gens hautement productifs, hautement entrepreneuriaux, hautement éduqués, bien, c'est beaucoup plus attirant de choisir la langue de ce groupe-là lorsque tu choisis quelle langue apprendre. Le point pour le français, c'est que si tu en viens à faire que le français est une communauté économique beaucoup plus vibrante, donc il y a plus d'énergie à l'intérieur de cette communauté-là, les gens vont choisir, lorsqu'ils rentrent au Québec, quelle langue parler. Bien, ils vont choisir le français avant l'anglais, surtout si c'est un groupe francophone hautement entrepreneurial, hautement bien instruit. Et juste en vertu du fait qu'on est un grand nombre de francophones, ça va être suffisant pour encourager la maîtrise du français si tu ajoutes cet ingrédient additionnel qui est une grande vitalité économique pour les francophones en encourageant l'entrepreneuriat, en décourageant le décrochage scolaire, toutes des choses qui auraient probablement plus d'effet. L'autre, oui, vas-y. Ouais, quelque chose qui m'a frappé dans cette histoire-là, on dirait que la loi de 96 elle a été accouchée par les politiciens à cause du nombre élevé de bonjour aïe que tu entends sur l'île de Montréal. Alors qu'en réalité, le bonjour aïe est une adaptation économique dans ma tête qui est tout à fait intelligente. Dans le sens que tu ne prends pas pour acquis la personne, quelle langue elle parle en commençant, tu lui dis juste, écoute, je te démontre initialement que je suis capable de te parler dans les deux langues. Prends celle de ton choix, puis on va poursuivre la conversation, puis tu ne verras rien aller. Puis éventuellement, comme service à clientèle, comme entreprise, c'est ce qu'on a décidé de t'offrir vraiment pour mettre carte sur table. Ici, on parle les deux langues, il n'y a pas de problème, on va vous servir comme vous voulez. Je veux dire, pour le client, dans ma tête, c'est un wet dream. Tu rentres dans un commerce, tu es capable de te faire servir dans ta langue maternelle, ben, tu vas être très confortable dans ce commerce-là. C'est à toi qui revient la décision de choisir dans quelle langue tu vas te faire répondre en disant bonjour ou aïe. C'est aussi niaiseux que ça. Ouais. Mais c'est une convention, je trouve, qui n'est pas issue d'assimilation ou linguistique. C'est une convention qui est avant tout économique. On fait ça vite. Tu rentres dans le commerce. Bonjour, aïe. Quelle langue tu veux? Choisis. Bang, aïe. OK, on part en anglais. Bonjour, on part en français.
Mais on dirait que c'est ça qui a causé tous les problèmes qui nous ont amené à cette loi 96-là. Alors qu'en réalité, c'est une bonne chose dans ma tête. Moi, je rajouterais quelque chose, c'est vraiment, en fait, ça, là, c'est échoué statistique 101 quand les gens s'inquiètent du Bonjour High au centre-ville de Montréal. Puis je vais te donner une analogie, puis juste pour que les gens qui nous écoutent voient vraiment qu'est-ce que j'essaie de dire. Si on voulait mesurer la taille des gens dans la population, à quel point ils sont grands, est-ce que tu choisis, puis disons, on voulait évaluer ça à travers le temps. Est-ce que tu choisirais de faire ton échantillonnage dans la population de joueurs de la NBA? Non. Non. Premièrement, parce qu'ils sont déjà plus grands par effet de sélection. Pour compétitionner, il faut que tu sois un petit peu plus grand. Mais aussi parce que le jeu est devenu de plus en plus compétitif. On récompense davantage la taille des joueurs. Donc, si tu regardes, par exemple, la croissance de la taille humaine entre 1970 et aujourd'hui à la NBA, c'est 10 de plus dans les dernières 40 ans à peu près, 50 ans en augmentation de la taille. Pour la population générale, c'est 4 c'est pas beaucoup. Mais c'est une grosse augmentation qui se produit. Mais pourquoi? Parce que tu choisis un échantillon qui est vraiment spécifique puis qu'il y a quelque chose à ce groupe-là qui est spécifique à ce groupe-là. Maintenant, faisons analogie avec le centre-ville de Montréal. Qu'est-ce qui est unique au centre-ville de Montréal? Les touristes vont au centre-ville de Montréal. Il y a de plus en plus de touristes. Il y a de plus en plus d'étudiants étrangers qui viennent un moment étudier à Montréal. Il y a une plus grande activité internationale à Montréal. Donc, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de Montréal? D'activité économique. Tu vois de l'activité économique, mais dans ce cas-ci, ce que tu vois, c'est le grand nombre de touristes, de visiteurs temporaires qui, par définition, ne parleront pas le français par visite temporaire parce qu'ils sont là pour un moment, ils sont peut-être là un an, ils sont peut-être là quelques jours, ils sont peut-être là quelques heures. Donc, ils n'ont pas vraiment l'apprentissage du français n'est pas du tout dans leur avantage dans ce cas-là. Mais pour l'entrepreneur qui a une boutique sur, disons, la rue Sainte-Catherine à Montréal, dire bonjour, hi, c'est tout à fait approprié. C'est pour ça que quand tu regardes le centre-ville de Montréal, je ne suis pas surpris de voir que l'utilisation de l'anglais est croissante. Mais quand tu prends toute la province du Québec, puis tu prends les données du recensement, j'ai un article scientifique sur ça dans le Journal of Multicultural and Multilingual Development, dans lequel je montre que quand tu regardes les comportements en entreprise de toutes les entreprises, le français à l'intérieur des entreprises n'a pas diminué. Donc, l'usage au quotidien dans la langue de travail, en fait, elle augmente un peu. Il y a une petite augmentation depuis 2001 du français comme langue d'usage au travail. C'est plus facile. Faites juste penser à vos jeux vidéo quand vous étiez TQ. Moi, les jeux vidéo que je jouais, ils étaient tous en anglais. On n'avait pas le choix. Il y a une cassette. C'est une catastrophe, by the way. Oui, exactement. Et pour l'apprentissage de la langue, c'est une catastrophe, cette décision-là. Mes enfants n'ont pas le droit de jouer aux jeux vidéo en français. Les paramètres sont barrés. C'est anglais puis c'est tout. Tu ne joues pas sinon. Quoi qu'il faut, je sois honnête. Moi, quand je joue à Star Wars Battlefront 2, je le mets en japonais. C'est vraiment plus ça. C'est vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est vraiment plus ça. Ça sonne. C'est beaucoup plus facile de s'immerser dans le jeu pour une raison étrange. Comprends-tu 2-3 mots? Non. Tout ce que je sais, c'est que le japonais est une langue qui, lorsque tu le parles. Non, c'est parce que c'est une langue que chaque syllabe est de la même longueur. Ils n'ont pas d'intonation, il n'y a pas de variation. C'est très flat à l'intérieur d'un mot. Okay. J'ai oublié un mot spécifique pour ça, mais c'est tout ce que je sais. Spécifiquement à propos du Japon. Non, c'est pas ça. Mais tu sais, c'est pas un hasard, Vincent, pour faire du pouce un peu ce que tu disais. C'est pas un hasard si tous les gens qui parlent du bonjour hi, puis de la langue, puis du fait français, tout ça viennent en général de Montréal. C'est quand tu es de Québec ou même des régions du Québec, je veux dire, il y a tellement peu de gens qui ne parlent pas français que quand tu croises des gens qui parlent anglais ou une autre langue quelconque, ton premier réflexe, c'est de te dire « Ah, ils viennent d'où, eux? C'est des touristes. » Oui, exact. À chaque fois que ça m'arrive, moi-même, dans le vieux Québec, puis pourtant, il y en a une communauté anglophone à Québec, elle n'est pas très grosse, mais il y en a une pareille. Et systématiquement, mon réflexe dans ma tête, quand je les entends, je dis « Ah, ils viennent-tu de New York? De où ils viennent? » Dans ma tête, je prends pour acquis qu'ils ne viennent pas d'ici. Puis ça, ça vient peut-être aussi du fait qu'on a tellement défini l'identité, j'aime pas utiliser ces mots-là, mais l'identité québécoise ou ce que c'est qu'un Québécois, on a tellement lié ça de manière
intrinsèque avec la langue que, tu sais, dans notre tête, Leonard Cohen, c'est pas un Québécois. Tu sais, on a un des plus grands pianistes de jazz dans l'histoire de la musique au Québec, qui est Oscar Peterson. Dans notre tête, c'est pas un Québécois. Tu sais, tu dis ça au monde, ils le savent pas. Ah ouais, c'est un Anglo de Montréal. Ouais. Tu sais, c'est pas vraiment un Québécois, mais dans leur tête, mettons, Claude Julien, qui est un Franco-Ontarien, c'est un Québécois. Tu comprends? Parce qu'on est tellement linké dans notre tête avec la langue que c'est comme si la langue, c'est uniquement ça qui définit, alors qu'ailleurs, ça pourrait être, je sais pas, moi, plus le droit du sol. Tu es né ici, donc tu appartiens à la communauté. Mais ici, il y a vraiment, la langue est comme une espèce de, a un côté qui pas qui exclut, mais c'est un peu ça, là, qui définit de manière exclusive l'identité. Oui, puis je vais rajouter une chose par rapport à ça, c'est que ce qui est frustrant, là, quand tu es un papa pour des enfants, là, moi, j'étais jeune, là, je veux dire, j'ai pas appris l'anglais à l'école. Ben, je faisais les cours, j'ai des bonnes notes en anglais, mais je veux dire, c'est pas de l'apprentissage de l'anglais, ça. Là, on passe le temps en anglais. Là. J'ai appris l'anglais avec Netflix, j'ai appris l'anglais avec CSI sur des DVD, des affaires de même. Mon anglais est très bon aujourd'hui parce que, je veux dire, les livres que je lis sont tous en anglais. Audible, j'écoute ça en anglais à journée longue. Mon anglais est très bon. Mais quand je le parle, j'ai mon accent québécois qui me tape ses nerfs. Puis je sais qu'on devrait être fiers de ce qu'on est et de nos accents. Il me fait chier, mon accent. Il me fait chier. Je suis écœuré de l'avoir. J'aimerais ça parler l'anglais comme quelqu'un de Montréal. Puis ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça qui me fait chier de Montréal. C'est qu'eux autres, dans leur tête, il y a un problème linguistique, tout ça, alors qu'en réalité, apprendre l'anglais pour un francophone à Montréal, c'est extrêmement facile. Tu es immergé dans l'anglais tout le temps. Donc, les gens qui sont bilingues de l'île de Montréal, ils n'ont pas d'accent en anglais, puis ils n'ont pas d'accent en français, la plupart du temps. Là. Moi, à Québec, ou dans le bas du fleuve où j'ai été élevé, je n'ai pas cette chance-là. La seule chose que je peux faire vraiment pour que mes enfants aient cette opportunité-là, c'est de les envoyer peut-être au cégep en anglais. Bon, mon vrai plan, c'est de les envoyer aux États-Unis. Là. Mais admettons, je veux rester au Québec. Ma seule façon d'y arriver, c'est St. Lawrence School à Québec. Il n'y en a pas plus que ça. Puis, contingenté, il y a beaucoup de monde qui veulent y aller. Tout le monde veut se garrocher là. Puis là, ce qu'on apprend, c'est que les francophones, on voudrait vous enlever ce droit-là. Qu'est-ce que vous faites? On est dans une région, on est à Québec, il n'y en a pas d'anglais ici. Je ne peux pas avoir une discussion soutenue en anglais. Roy Epen, quand il me parlait du temps du réseau Liberté Québec, il m'appelait, puis Yann, tu peux me parler en français. Je dis non, Roy, tu es le seul anglophone que je connais. Laisse-moi parler en anglais, sacrifice. Même Yann, c'est pire que ce que tu dis encore, parce que moi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait même de la misère à trouver un prof d'anglais. Ben, c'est ça. Mais on avait même de la misère à trouver un prof d'anglais qui parle en anglais. Je veux dire, oui, exact. Ton prof d'anglais, c'est le prof d'éduc qui n'avait pas de cours à donner. Pourtant, sur une base historique, le Saguenay a une grande communauté anglophone qui avait longtemps à Arvida, voyons, je n'allais pas dire pas la Terrière, mais il y avait plusieurs groupes d'anglophones. Ils ont été assimilés, je te dirais. Moi, j'ai des amis avec qui j'allais à l'école, mettons secondaire, cégep. Un peu des Français ont assimilé des Anglais. Ben oui. Écoute, d'après toi, quelqu'un qui disait moi, mon nom, c'est Sébastien Fraser. D'après moi, Fraser, ça n'existe pas. Là. D'après moi, c'était Fraser à la base. Là. Mais à cette heure, c'est Fraser. Page, écoute, c'est Pagé à la base. J'ai sorti avec une fille du Saguenay. Son nom de famille était un nom irlandais qui a été francisé. Et je n'avais jamais remarqué avant, parce qu'on se connaissait un peu avant. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai fait ah ben oui, ça sonne comme le nom irlandais. Mais si un Français l'avait écrit. Oui, c'est ça. C'est quoi, juste pour le fun? Casey. OK. Mais en français, c'était écrit Q-U-E-S-S-Y. OK. Donc, non, mais il y avait des communautés anglophones en dehors de Montréal. Mais il y a quelque chose en fait, il y a deux choses. Premièrement, un commentaire sur la plasticité du langage. Là. Les gens qui apprennent une langue à un âge plus avancé, ils ne perdent pas leur autre langue. C'est-à-dire, le grand danger pour la survie d'une langue, c'est la langue à laquelle tu es exposé en jeune âge. C'est pour ça que les gens qui immigrent ont beaucoup de difficultés à préserver leur langue natale, leur langue de leur pays natal, lorsqu'ils émigrent dans un autre pays. C'est vraiment difficile, à moins qu'il y ait une grande communauté de gens autour de toi qui parlent cette langue-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième,
c'est que quand tu tiens ça en compte, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es probablement juste en train de réduire le bien-être des francophones au Québec. Mais de la perspective d'un politicien, je peux très bien comprendre, ça c'était un peu la partie méfiante de moi à l'égard du gouvernement, c'est que quand tu empêches un francophone d'apprendre l'anglais, tu réduis ses chances de faire défection. En fait, le Québec, je veux dire, historiquement, quand tu penses à la grande vague d'immigration qu'il y avait du Québec vers la Nouvelle-Angleterre, vers, bon, à plus petit degré, vers le reste du Canada, c'était politiquement, pendant que ça se produisait, les migrations des Canadiens français, tous les politiciens dénonçaient la chose. Il fallait faire des choses pour garder les Québécois, les Canadiens français au Québec. Il fallait les garder ici. Il fallait qu'ils arrêtent de faire défection aux États-Unis où ils allaient se faire assimiler. Alors que le problème, c'est que la raison qu'ils quittaient, c'est que le Québec n'offrait pas la même quantité d'opportunités que ces autres endroits offraient. Nous, dans ce cas-là, la réponse est très facile. Si ce que tu inquiète, c'est que les gens quittent, donc que tu réduis la vitalité, la force du groupe francophone parce qu'il se dilue en quittant, bien, peut-être que tu devrais essayer de regarder vers un autre facteur qui est qu'est-ce qui cause les migrations pour commencer. Donc, c'est un peu comme essayer pour moi, c'est un plaster sur un problème qui est beaucoup plus profond. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que les lois qu'on essaie de faire, c'est pour convertir les immigrants, franciser les immigrants, obliger les immigrants, alors que le réel problème d'un manque de vitalité économique pour un groupe qui parle la même langue, c'est l'émigration de ces gens-là et non pas l'immigration. Oui, je pense que si on était inquiet de l'avenir du français, ça, j'en ai pas tant parlé dans mes travaux, mais si vraiment on était inquiet de l'avenir du français au Québec, l'immigration est beaucoup plus problématique que l'immigration. Tout simplement parce que la taille du groupe francophone est tellement large que c'est difficile pour un immigrant de ne pas devoir apprendre le français à un certain degré. Puis ça amène peut-être à un dernier point que les gens ne comprennent pas, c'est que tout le monde souligne qu'à Montréal, il y a une baisse de l'usage du français à la maison, mais pas au travail, premièrement. Au travail, tu as une augmentation du français comme langue d'usage. Le problème, puis ça m'avait valu, quand j'ai écrit l'article, ça m'a valu une invitation de Statistique Canada pour présenter mes travaux. Donc, j'ai présenté mes travaux à la division des langues à Statistique Canada. Et j'étais surpris parce que je m'attendais à une réaction plutôt hostile, parce que j'y allais d'un angle d'un économiste qui parlait sur des questions linguistiques. Et ce que je soulignais, c'était que les comportements à la maison, ce qui se passe, c'est que Statistique Canada, lorsqu'ils font le recensement, quand c'est rapporté, c'est quelle langue vous utilisez de manière prédominante. Donc, régulièrement, couramment, avec celle que vous utilisez le plus. Et ce qui se produit depuis plusieurs recensements, c'est que le français, comme langue unique au ménage, effectivement diminue. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de combinaisons dans lesquelles tu as des francophones, par vertu du fait qu'il y a de plus en plus d'immigrants, marient des gens qui n'ont pas le français comme langue première, mais qui utilisent quand même le français. Mais là, ce qui se produit, c'est que tu as une dilution, en fait, dans la manière de certains le voient, c'est que le français se dilue. Donc, moi, je parle moins le français à la maison parce que j'ai marié une francophone, blablabla, et il y a une baisse. Le problème, c'est qu'il faut que la baisse du français, donc pour ceux qui utilisent des combinaisons, pour qu'il y ait vraiment une perte de vitalité, il faut vraiment que je baisse mon usage du français à un niveau tellement, tellement bas que là, c'est ce qu'on appelle du bilinguisme exclusif. C'est-à-dire que mon usage d'une autre langue est tellement important que la langue qui avait préséance avant perd en qualité, perd en termes de profondeur, de richesse. Mais généralement, quand ça reste à peu près, là, on en parlait, c'est presque impossible à mesurer, mais mettons, disons 60-40, dès que dans le 60-40, il n'y a presque aucune chance que tu perdes ton usage du français. Écoute, j'ai une douzaine de couples. Je veux juste faire, parce que l'autre chose qui vient avec, c'est que quand un francophone marie un anglophone, il y a plusieurs nationalistes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire les combinaisons ne comptent pas pour la même chose. Fait qu'on va compter un francophone qui parle l'anglais à la maison avec sa conjointe ou une autre langue, comme un demi-francophone ou un tiers de francophone. Non, mais ça marche pas, ça. Mais c'est parce que c'est une manière c'est pas malhonnête quand ils le font, mais c'est parce que ça ne pense pas à la profondeur de est-ce que vraiment la division des langues en usage, c'est vraiment la même chose que la prépondérance? La seule manière que tu peux
réconcilier le fait que le français augmente comme la langue publique, donc dans le travail, mais qu'il diminue à la maison alors que les combinaisons à la maison augmentent. D'ailleurs, en passant, les combinaisons l'anglais comme langue unique à la maison diminue aussi. Hein. Ça, les gens ne le soulignent pas. C'est les combinaisons qui augmentent, le multilinguisme. Écoute, j'ai une douzaine de couples de clients là, que c'est maman anglais, papa français. Quelque chose de même. Ouais. Combinaison. Puis de plus en plus fréquent, puis sérieusement, là, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment intelligent. Les interactions avec les enfants se font dans les deux langues. Fait que les enfants sont exposés à un excellent anglais, à un excellent français, 100% du temps, puis avec aucune porte de sortie. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont réellement obligés de travailler sur le bilinguisme. Ou dans ce cas-là, le multilinguisme dans plusieurs cas. Exact. Écoute, c'est magnifique, ça. Mais c'est l'affaire, c'est si tu comptes une demi-portion de français dans ton recensement à cause de ça, ça ne marche pas. Non, en effet. C'est un gros problème parce que les gens qui parlent de ça vraiment manquent la carte, selon moi, à l'égard des comportements linguistiques parce que comment tu pourrais réconcilier le fait qu'à la maison, le français comme langue prédominante a l'air de diminuer un peu. Mais quand tu n'essayes pas de tenir en compte les combinaisons dont je te parle, les combinaisons où est-ce qu'il y a 2 langues ou plus. En fait, pas 2 langues plus, 3 langues et plus, que je veux dire. Quand tu ne tiens pas compte de ça, il y a l'air d'avoir une diminution. Mais comment tu fais pour réajuster le fait qu'en public, c'est ça qu'on utilise, mais à la maison, ce n'est pas ça qu'on utilise? La seule manière que tu peux arriver à cette conclusion-là, c'est que tu ne tiens pas compte du fait que les comportements à la maison ne sont pas les mêmes qu'au travail, mais que si tu suis une personne, au lieu de les diviser comme si c'était 2 sphères différentes de nos vies, comme si le travail, ce n'était pas une partie de nous, puis que nous, au travail, c'est une personne différente que nous à la maison, c'est un peu ridicule de faire cette division-là. Quand tu suis, donc moi, j'ai fait ça, c'est ça qui m'avait valu l'invitation à Statistique Canada. J'avais pris les données du recensement, j'avais pris des individus, j'avais pris tous ceux qui avaient un emploi, et je regardais quelle langue ils travaillaient à la maison et quelle langue ils utilisaient au travail, quelle langue ils utilisaient à la maison, s'ils utilisaient des combinaisons, s'ils n'utilisaient pas des combinaisons. Et ce qui est arrivé, c'est que si tu établissais, le français est utilisé comme la langue la plus couramment utilisée dans l'une des 2 sphères. 94% des Québécois utilisent le français comme la langue la plus couramment utilisée dans l'une des 2 sphères. Régulièrement utilisée, c'est ça que je devrais dire, c'est régulièrement utilisé. Tu peux avoir comme 75% à la maison, 80% au travail, mais la combinaison des deux te donne un 92%. Exactement. Puis moi, ce que j'avais remarqué, c'est que les combinaisons où est-ce que tu avais des gens qui ne parlaient pas français à la maison, mais français au travail, et qui parlaient français au travail, mais pas français à la maison, mais pas français au travail, ces combinaisons-là, parce que tu as des extrêmes. Donc, moi, par exemple, je rentre dans ces extrêmes-là. Je ne parle pas français au travail. Je travaille exclusivement en anglais, mais je vis ma vie exclusivement en français à la maison. Je lis quelques livres en anglais, mais je parle à mon garçon en français. Ma conjointe et moi, on dialogue en français, mais ma vie professionnelle se passe en anglais. Des individus comme moi deviennent de plus en plus importants comme groupe en termes de poids dans les recensements. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as une division de plus en plus extrême de gens qui utilisent des combinaisons très, très différentes dans une sphère ou dans l'autre. Mais quand tu dis, OK, on va suivre Vincent Geloso, tu ne peux pas vraiment dire, sur la base de mon travail, que je suis un anglophone. Je veux dire, techniquement, j'ai grandi en anglais, j'ai grandi en français et anglais, mais je me dis francophone, ma vie, mon identité, elle est celle d'un Québécois francophone. Alors qu'il y a beaucoup aussi d'anglophones qui utilisent presque exclusivement le français au travail. Donc, quand tu suis les gens dans les 2 sphères de leur vie, tu arrives qu'il n'y a pas vraiment de déclin du français au Québec. Il y a le fait que le Québec devient pas juste anglais versus français, c'est qu'il y a de plus en plus de multilinguisme au Québec. Et quand on fait de l'analyse, ça vient un peu brouiller les cartes. Mais ça crée, très personnel, Vincent, juste ton père était, écoute, je me rappelle l'avoir rencontré, il parle italien, si je ne me trompe pas. Mon père est anglophone. Il est anglophone? Il est né en Italie, immigré au Québec dans les années 50. Lui et moi, on dialogue à peu près 60% du temps en anglais. Le reste du temps en français. Moi, je ne parle pas italien. Ma mère est acadienne. En fait, ma mère a grandi en Acadie. Après ça, a vécu les quelques années de sa vie à Hochelaga.
Donc, un mélange vraiment étrange chez nous en termes linguistiques, mais ça te montre un peu les combinaisons. Chez nous, il y a un grand nombre de combinaisons. Et par exemple, une de mes cousines a marié un musulman et maintenant elle a appris l'arabe, mais donc elle parle 4 langues et elle les parle couramment. Elle parle le français, l'arabe, l'anglais et l'italien. Et donc, par vertu du fait que tu as une plus grande population juste d'immigrants au Québec, par définition, tu vas avoir de plus en plus de gens qui rentrent dans la catégorie multilinguistique. Et là, ça va brouiller les cartes dans comment tu analyses la vitalité du français. Mais la réalité, c'est que si tu vois que dans la sphère publique, le français demeure la langue la plus utilisée, mais qu'elle est de plus en plus apprise, ben, tu ne peux plus vraiment parler d'une crise. Non, tu peux dire que tu voudrais qu'il y ait des progrès. Je pense qu'il y a encore de la place pour des progrès, mais là, ce n'est pas pareil que de dire qu'il y a une crise. Tu peux dire qu'on a encore des progrès à faire. Mais le point que moi je fais, c'est que si tu veux ces progrès-là, peut-être qu'il y a certains trucs qui peuvent être faits comme encourager davantage, faire par exemple, attacher les critères d'immigration à la francisation. Donc, tu dois atteindre certaines cibles de maîtrise du français, mais que tu n'as pas besoin, par exemple, de punir les francophones en leur empêchant d'apprendre l'anglais ou en limitant des options pour eux. Tu pourrais aussi tout simplement aller par des méthodes qui sont détournées. C'est pour ça que je pense que même les fruits les plus importants qu'on peut collecter en termes de vitalité linguistique, ce n'est pas sur le plan des lois linguistiques qu'on va être capable de faire la cueillette de ces fruits-là. C'est sur le plan de la vitalité économique. Donc, par exemple, les francophones au Québec ont encore un taux de décrochage 10 points de pourcentage plus bas que les anglophones. Augmente la persistance scolaire chez les francophones et presque automatiquement, tu vas augmenter l'attrait d'apprendre le français pour les immigrants. Augmente l'entrepreneuriat chez les francophones, tu vas augmenter le nombre d'employeurs qui sont francophones, de grandes firmes francophones qui vont demander à ce que tu parles français pour travailler, donc que tu aies une maîtrise du français. Encourage, en fait, au lieu, par exemple, même des fois, même ça a l'air très deuxième degré, ce que je veux dire, mais déréglemente les frais de scolarité et aide uniquement les gens en fonction de leurs revenus. Tu vas avoir plus de francophones parce on est le groupe qui va le moins à l'université au Canada. Tu vas en avoir beaucoup plus qui vont aller à l'université, tu vas en avoir beaucoup plus qui vont peut-être aller à McGill. Je les décourage d'aller à cette institution absolument médiocre de Montréal. Je pense que l'Université de Montréal est nettement supérieure. Mais ça, tu peux voir où est-ce que... Je pense que tu peux deviner maintenant à quelle université j'ai fait mon bac. C'est bon. L'Université de Montréal. Mais écoute, je n'ai pas été à Concordia où est-ce que KA, c'est pour la qualité. Ça, c'est une joke. C'est ma joke préférée à propos de Concordia. Mais une fois que ça c'est dit... tes jokes de l'UQAM sont sûrement meilleurs. Là. Ben écoute, j'en ai plein, mais il faut que tu me dises avec laquelle commencer. Là. Ben, en fait, la classique, c'est quoi la différence entre un diplômé de l'Université de Montréal et un diplômé de l'UQAM? Il n'y en a pas vraiment. Les deux avaient l'UDM comme premier choix. Les classiques, là, c'est dans les classiques de joke à propos de l'UQAM versus UDM. Mais je dis ça en joke là, à propos de l'UQAM, mais quand je rencontre des économistes qui ont fait leurs études à l'UQAM, je les trouve beaucoup plus concrets pour des études, ceux qui ont fait le bac. Il y avait une clique à l'UQAM, hein, si je ne me trompe pas, les années 60, 70, 80, fournit des excellents économistes qui arrivent de l'UQAM. Exactement. L'UQAM, en économie, les gens... je veux dire, l'UQAM, c'est parce qu'il y a un peu l'espèce de réputation qui vient avec les il y a un cours de marionnettisme. Écoute, je peux rire de l'UQAM, mais on peut aussi rire de l'UDM. L'UDM aussi... l'histoire de la bureaucratie kafkaesque de l'UDM, où est-ce que tu dois te promener d'un bâtiment à l'autre pour pouvoir extraire ton bulletin. L'UDM n'avait pas d'égal en cette bureaucratisation. Mais l'UQAM, ce qu'ils avaient fait, c'est que dans les années 70-80, ils étaient vraiment à l'avant-garde de ce qui se passait en économie au Québec. Pas juste au Québec, mais ils reprenaient tout ce qui se passait d'excellent ailleurs. Donc, tu regardes, par exemple, qui était à l'UQAM dans les années 70, 80, 90, donc cette période-là. Tu avais beaucoup de gens qui étaient dans le Real Business Cycle, qui étaient dans des méthodes économétriques super avancées.
Puis tu avais une grande compétition que l'UQAM faisait à l'UDM pour attirer des bons économistes. Ils avaient vraiment une équipe assez exceptionnelle. Faut pas, je veux dire, c'est facile de faire des jokes d'université par les espèces de guerres de quéquettes. Non, on ne va pas se mentir sur c'est quoi. C'est ça que c'est. Mais en pratique, en fait, honnêtement, si je devais, sans que je fasse, disons, j'étais un employeur, puis tu me faisais rencontrer un étudiant de l'UDM en économie, puis un étudiant de l'UQAM en économie, sans rien lire, je vais donner déjà un petit peu préséance à celui de l'UQAM, parce qu'à l'UQAM, ils sont vraiment bons à leur apprendre l'intuition économique. À l'UDM, ils sont des excellents mathématiciens. Donc, si on survécu à l'UDM, je sais qu'ils sont capables de s'asseoir puis de faire des problèmes complexes. Mais si tu es sorti de l'UQAM, je sais que tu as l'intuition. Donc, je ne veux pas trop disser l'UQAM là-dessus parce que vraiment, ils ont des bons économistes. C'est sûr qu'il y en a toujours des moins bons à chaque place, là, que tu peux faire des jokes, mais en tant que tel, en fait. Ça n'a jamais été l'économie le problème de l'UQAM. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je ne pense pas que la réputation de l'UQAM vient du département d'économie. Là. Je pense plus que c'est Sciences Po, philo, puis. C'est quoi? À bien penser, je n'ai jamais rencontré un économiste québécois, même quand j'étais en désaccord avec lui, que je n'ai pas trouvé hautement plaisant et sérieux. Il y a quand même ça, c'est vraiment sous-apprécié au Québec, mais il y a beaucoup d'économistes qui viennent de l'étranger, donc c'est des étrangers qui sont venus au Québec, ou des Québécois qui ont été à l'étranger. Et généralement, ce que ça fait, c'est que c'est des gens qui sont capables d'avoir des discussions vraiment très, 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 très riches. Et ce n'est pas des gens... C'est rare que ce que je rencontre, c'est ça qui fait que c'est peut-être plus plaisant, c'est que je vois très peu de militants dans les départements d'économie. Même ceux qui décident de faire de la politique éventuellement, on dirait que quand ils reviennent, ils ferment automatiquement le langage politique puis ils revirent à être des chercheurs. Puis ça, c'est peut-être quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est comme ça au Québec, mais la sphère des économistes au Québec, c'est vraiment un beau monde de gens que je pense, en toute franchise, qui ont un haut niveau d'intégrité et qui réussissent quand même à garder leur distance, parce qu'ils gardent leur distance beaucoup avec le politique. Peut-être inconsciemment, peut-être consciemment, mais il y a quand même une vraiment belle dynamique de recherche au Québec. Peut-être parce que les politiciens n'ont pas fait appel assez à leur service aussi les dernières années. Effectivement, écoute, peut-être aussi parce qu'il y en a quelques-uns que... Écoute, je me souviens, il y a un débat sur YouTube entre moi, Julia Posca de l'IRIS, Claude Montmarquette de l'UDM et Alain Noël. Donc, c'était moi et Montmarquette et Posca avec Comte Posca et Noël. Et Montmarquette, c'était mon prof au bac en économie. Et Montmarquette, c'est un gars qui a été Chicago. Milton Friedman. Il était là dans le temps que Friedman était prof. Là. Il était dans l'école de... Dans le temps, quand on dit l'école, il y en a qui disent l'école de Chicago. Puis ils pensent que ça veut dire quelque chose. Puis ils ne comprennent pas que c'était vraiment une période très spécifique. Puis Montmarquette était là pendant cette époque spécifique-là. Il était-tu du côté monétariste beaucoup lui aussi ou il était complètement ailleurs, Montmarquette? Montmarquette travaillait vraiment il a travaillé dans plusieurs tales. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'on a eu des conversations. Il a travaillé avec un gars qui s'appelait Bob Fogel. Puis Fogel, c'était l'historien économique. Il avait fait de l'économétrie pour lui à Chicago. Mais je me souviens que dans le débat, c'était sur le sujet de qu'est-ce que le néolibéralisme. Et Claude Montmarquette était, tu sais, l'attitude « suffer no fools ». Je ne sais pas si tu vois un peu l'analogie. Un monsieur qui n'a pas de temps pour le niaisage et... avec un gars de l'IRIS. Avec une fille de l'IRIS. Et écoute, j'étais à côté de lui, puis j'étais là, je sentais que je balayais des pièces après qu'il ait fini. Parce qu'il était vraiment, c'était un homme. Puis tu vois que, mais ça, je ne suis pas en train de conter cette histoire-là parce que c'est drôle d'une part, mais c'est aussi parce que ça montre quelque chose. Ce gars-là, il ne faisait pas de politique, il n'était pas vraiment intéressé par ça. Puis dans l'attitude qu'il avait dans le débat, tu vois le chercheur. Tu vois la personne qui peut-être est prête à parler du politique, à parler de l'univers politique, mais il n'est pas intéressé à être le politicien.
Et ça te montre que l'attitude qu'il adopte est tellement différente que c'est celle que tu t'attends d'un chercheur qui s'est un peu immunisé du jeu politique. Puis ça, c'est quelque chose qui est plus fréquent qu'on réalise chez les économistes québécois, ce que mon Marquette faisait. Et ce qui me fait dire qu'il y a des bonnes chances que tu prends aléatoire un économiste québécois, il y a des bonnes chances que tu vas pogner exactement ce genre d'ensemble de caractéristiques en termes de comportement. Mais tu sais, en termes de niveau de sérieux à l'université, même au sein d'une même université, quand tu passes d'un département à l'autre, tu te rends compte que c'est pas toujours les mêmes standards. Là. Moi, je me souviens, quand je faisais le bac en philo, à un moment donné, il fallait qu'on prenne des cours optionnels, puis j'avais pris un cours de sociaux, je me souviens plus c'était quoi. Puis j'avais capoté. Tu sais, mettons, nous autres, en philo, il fallait que tu lises s'il y avait un auteur, il fallait que tu lises les 2-3 livres au complet. Tu avais de l'analyse de texte assez poussée à faire. Tu arrives en sociaux, c'était genre, ben là, le prof lit un PowerPoint en avant, puis tu as un petit recueil de texte avec des extraits de 10 pages là, d'un livre. Tout était très, très en surface. Puis en parlant un peu des mêmes auteurs, puis là, je m'étais dit, coudonc, c'est un cours de cégep, ça, mais c'est un cours de sociaux d'université. Je sais pas, c'est peut-être mon expérience, mais il y avait vraiment un méchant clash entre les deux départements au niveau de la profondeur d'analyse puis du temps que tu passais à éplucher des textes. Puis fait que, je pense que ça peut varier vraiment. Ça, parce que tu parlais de la réputation des universités. Je pense que sûrement si on passe d'un département à l'autre, ça va changer du tout au tout. Oui, mais j'ajouterais un truc. C'est vraiment, je pense que c'est le plus grand défaut des universités en général, là, pas juste, non seulement au Québec, mais c'est le fait qu'il y a beaucoup trop de politique dans les universités. J'ai peut-être un idéal que l'université, il y a deux fonctions de l'université. La première, c'est d'enseigner des talents aux étudiants lorsqu'ils en ont besoin. Donc, par exemple, un ingénieur, un mathématicien, un avocat, il y a un transfert de connaissances direct, donc il y a de la formation de capital humain. Pour les autres domaines, ce qui est offert, c'est le signal qu'est l'éducation. Donc, le fait que tu es capable de t'asseoir derrière un bureau puis de réaliser des tâches un petit peu plus complexes. Et pour une autre section du groupe, c'est ceux qui sont vraiment là par épanouissement personnel et qui cherchent un peu à comprendre ce qu'ils aiment ou de comprendre des idées. Là, tu parles de ceux-là qui vivent encore dans le sous-sol de leurs parents puis que s'ils vont à l'école, ils ne sont pas obligés de partir? Ou... Non, tu ne parles pas d'eux autres. Hein? Non, je parle pas de ça. Ils sont pas. Il est quand même très présent, ce groupe-là, on va s'entendre. Il peut faire partie de tous les groupes, en fait, ce groupe-là. Hein. Il peut joindre les trois autres groupes que je viens de mentionner. Ils ne sont pas exclusifs à chacun. Mais quand tu vois le monde académique dans ces trois groupes-là, tu remarqueras qu'il y en a un que je n'ai pas mentionné. Changer le monde. Oui, mais en même temps, le militantisme universitaire se fait au niveau des étudiants, évidemment. Je veux dire, les étudiants peuvent être militants, je n'ai pas de problème. Mais un prof ne peut pas l'être. L'apprentissage du militantisme se fait à l'université. Je veux dire, tu n'as pas eu d'occasion dans ta vie vraiment à l'université de devenir un militant. Absolument. C'est là que tu vis les problèmes. Tu sais, moi, le code Morin, code Fortin, tout le temps. Code Morin. Code Morin. Sur les assemblées générales. Hey, écoute, c'est quoi ça, le code Morin? À quoi ça sert dans la vie, le code Morin? Qu'est-ce que c'est ça? Mais à l'université, tu le sais. Là, quand tu as une menace de grève d'en face, puis que tu es en actuariat et tu n'as pas le goût de niaiser avec ces affaires-là, tu apprends vite comment ça marche, puis tu apprends vite comment pacter une salle, puis tu sais comment faire du militantisme. En fait, j'aurais jamais fait de militantisme de ma vie, j'ai l'impression, s'il n'y avait pas eu une menace de grève dans ma deuxième année d'université. Moi, je suis assez à l'aise avec le militantisme étudiant, mais tu as raison. Le militantisme professoral, je ne sais même pas pourquoi ils perdent leur temps avec ça, parce que je ne sais pas, mettons que je serais payé pour passer mon temps dans une université à enseigner quelques heures semaine et faire de la recherche le reste du temps. La dernière chose au monde que je voudrais faire, à part si je suis en sciences politiques, là, on s'entend, la dernière chose au monde que je voudrais faire, c'est faire du militantisme. Je veux dire, il y a des affaires bien plus intéressantes à faire, il me semble, si je suis payé à lire des livres, si je suis payé à discuter. Je veux dire, c'est quand même une job stimulante au niveau intellectuel. Oui, le militantisme, ce n'est pas stimulant au niveau intellectuel. Puis en plus, non seulement ça, mais quand tu penses en termes de marge, c'est quoi qui te rend heureux dans la vie? Qu'est-ce qui te permet... La chose que je dis tout le temps aux gens, c'est que peut-être la manière qui te rend la plus heureuse de réfléchir, c'est de réfléchir comme un économiste parce que tu penses à la marge. Tu considères
la marge sur la. Quand tu dis que tu penses à la marge, tu considères ça sur quoi tu as un contrôle. Euh, j'ai pas de contrôle sur le jeu politique. Je suis qu'une personne dans le jeu politique. Mon vote ne compte pas. Mon militantisme n'a que très peu d'effet. Mais quelles sont les marges sur lesquelles moi, je peux atteindre ce qui pourrait être du bien-être? Ben, c'est les marges sur lesquelles j'ai un contrôle, ma famille, ma vie familiale, ma recherche, ma lecture. C'est les seuls domaines dans lesquels j'ai une marge de contrôle qui est à ma portée. Ça, c'est probablement la meilleure manière d'être heureux. Les profs qui se voient que leur mission, c'est de changer le monde, ben, Ils vont toujours être peut-être, déçus. ben, c'est sûr que c'est plus souvent que tu vas être déçu parce que ton importance dans le jeu politique, elle est triviale, voire même négligeable. Euh, donc, il y a ça, mais il y a aussi le fait que, puis ça, c'est peut-être la partie qui est la plus dangereuse, c'est quand tu es un prof et que tu fais du militantisme, ça t'arrive de laisser tes préjugés politiques colorer ta propre recherche. Mhm. Et pour moi, un test d'un bon prof, c'est est-ce que tu as déjà publié un article que tu te dis, mon Dieu, ce n'était pas du tout ce que je m'attendais. Moi, j'en ai publié 3 sur les 60 que j'ai à peu près, où est-ce que les résultats, en fait, ça compte ce que je m'attendais à 100%. Puis compte, parce que je ne cache pas que j'ai quand même, tu sais, quand tu me demandes de quelle famille intellectuelle je suis, je dis que je fais largement partie de ce que tu pourrais définir, tu sais, loussement comme la famille libérale. Je ne le cache pas, mais j'ai publié un article qui disait que la privatisation en Serbie, par exemple, n'a pas du tout fonctionné conformément à ce qu'on devait s'attendre. Les résultats ont été même pervers. Tu as eu du vol, donc il y a eu du rigging du processus de privatisation. Les gens qui ont acheté des firmes étaient des insiders qui ont offert un prix en dessous de la valeur de marché et qui ont, ce qu'on dit, c'est asset stripping. Qui ont enlevé tous les actifs de l'entreprise et qu'ils ont revendus séparément à la valeur du marché, mais ils ont volé à toute fin pratique la communauté. Ben, je ne m'attendais pas à ça. J'ai publié plusieurs articles quand je les ai finis. Ben, j'étais là, mon Dieu, c'est pas ce que je m'attendais. Ça ne fait pas avec mes priors, ça ne fait pas avec des choses que intellectuellement, j'avais tendance à faire, mais je les ai publiés quand même. Il y a un de mes collègues, par exemple, Alex Tabarrok aux États-Unis. Lui avait publié un article qui montrait que l'augmentation de la réglementation aux États-Unis n'explique pas le déclin entrepreneurial qu'il y a eu aux États-Unis dans les 20 dernières années. Donc, mais lui, il ne se cache pas qu'il est libertarien. Lui-même utilise l'étiquette libertarienne, mais il publie ses articles en dépit du fait que ça va contre son idéologie. Un chercheur qui... Un vrai chercheur, c'est ce qu'il fait. Un vrai chercheur, ce qu'il fait, c'est qu'il ne peut pas nier qu'il y a une idéologie, mais il fait un ordre des priorités. Il est chercheur avant d'être idéologue. Mais quand tu en viens à mettre ton militantisme comme étant tellement important, tu renverses cet ordre-là. Et ce que tu as, c'est je suis militant avant d'être chercheur. Et donc, quand les résultats ne sont pas ce que je m'attends, qui ne sont pas adéquats à mon idéologie, je vais ranger mon article, je ne vais pas le publier. Je vais mettre les résultats de côté. Je vais choisir de mettre l'avant une explication plutôt qu'une autre. C'est pas mauvais d'avoir une idéologie. Je pense pas que c'est pas ça que je dis. En mais fait, ton c'est idéologie plutôt devrait... impossible de ne pas en avoir en réalité. C'est plutôt Effectivement, mais tu devrais lui donner... tu devrais avoir au moins tendance à ne pas lui donner une chance d'être dans la position du conducteur lorsque, un, tu enseignes et deux, lorsque tu produis de la recherche. Le problème, c'est que de nos jours, il y a beaucoup trop de militantisme dans les salles de classe. Et je ne dis pas juste ça je ne le dis pas juste contre, par exemple, parce que les gens pensent que quand je dis ça, je parle de la gauche. Mais il y en a aussi à droite qui font ça. Là. Ça m'énerve quand des gens disent we have to, comme les États-Unis, les conservateurs qui disent we're conservative, we have to fight back in the classroom, we have to fight back on universities. Puis là, ils invitent des clowns comme Ben Shapiro qui donnent des coups de gueule puis qui engueulent des professeurs, des chargés de cours parce qu'ils disent des choses à gauche. Alors que c'est pas ça le but de l'université. Le but de l'université, c'est d'avoir des longues conversations pour essayer de se rapprocher même minimalement plus de ce qu'on pourrait définir être une vérité. Ouais. L'idéologie va te servir dans le choix des sujets. Tu ne feras jamais une recherche sur quelque chose qui ne t'intéresse absolument pas. Non, en effet. Puis ça, c'est logique. Sauf que ce que je comprends que tu dis, puis je suis d'accord avec ça, c'est que si justement tu
les expérimentations que tu fais, parce qu'après tout, il y a un peu de science là-dedans. L'expérimentation que tu fais, tu testes ton hypothèse, puis finalement, ça ne va pas dans le sens que tu pensais aller. Mais normalement, tu devrais être stimulé intellectuellement de continuer puis de persister dans ta recherche pour essayer de comprendre pourquoi tu t'étais fourré en déconnant. Mais alors, qu'un militant, lui, ce qu'il va réellement faire, c'est qu'il va sacrer ça en dessous du tapis puis il va passer à un autre sujet qui va aller valider ses priors, comme tu aimes dire. Mais ça je suis d'accord avec toi, ça n'a pas sa place à l'université, mais en même temps, tu sais, quand tu fais du militantisme, il y a une certaine satisfaction à le faire. C'est l'affaire, c'est que ça fait un temps. Je veux dire, quand tu es de début vingtaine, par exemple, tu as des choses à apprendre du militantisme. Puis pas juste le cas de Morin, là, c'est des interactions avec d'autres créées. Moi, comme entrepreneur présentement, il y a des choses que je fais dans ma business qui me viennent directement de mes années de militantisme politique. Je veux dire, il y a tout ce qui a rapport à monter une organisation, tout ce qui a rapport au marketing, tout ce qui a rapport aux réseaux sociaux. Je n'ai pas inventé ça dans le business, j'ai trouvé ces skills-là dans le militantisme. C'est juste qu'à un moment donné, tu fais du militantisme, puis tu te sens finalement que tu as fait le tour du jardin, puis tu es vraiment dans une position où est-ce que tu n'as plus rien à apprendre de ça. Puis là, tu te ramasses à 27, 28 ans, 32 ans, mais je veux dire, il faut que tu passes à quelque chose d'autre à un moment donné. Il ne faut pas que tu restes un militant toute ta vie. Si tu es un militant toute ta vie, c'est que tu es vraiment brain dead. Tu as vraiment arrêté de réfléchir à quelque part. Il y a des choses à apprendre dans le militantisme, mais ça fait un temps. Là, je veux dire, c'est pas l'école de la vie là, pour passer sa vie là-dedans. Là, ça n'a aucun bon sens. Mais tu sais, d'un point de vue professoral, moi, j'en ai eu. Ça, c'est mon point de vue d'étudiants qui étaient sur le campus. Là. Je ne sais pas, d'un point de vue de prof, peut-être que c'est l'inverse. Là. Mais moi, je voyais qu'il y avait quelque chose de quasiment un peu sectaire là, jusqu'à une certaine limite. C'est les profs, parce que la majorité des profs, moi, que j'ai eu n'étaient pas des militants. C'est peut-être des fois le champ de recherche ou le champ d'intérêt qui aide à ça. C'est sûr que si tu parles de... C'est sûr que si ton intérêt, c'est l'histoire de la Rome antique, c'est peut-être moins propice à faire du militantisme politique moderne, quoique. Mais les gens qui le faisaient, les quelques profs qui faisaient plus de militantisme, ça paraissait, autour d'eux, il y avait, ça se rassemblait autour de lui comme en le choisissant comme directeur de thèse ou de mémoire, des gens qui faisaient un peu de cette personne-là un gourou. T'sais. C'est pas aussi clair que ça. C'est pas une secte, mais il y avait un peu quelque chose là-dedans. Là. Lui, c'est notre maître à penser, puis il dirige notre thèse, puis il dirige nos affaires. Puis là, ça devient comme une espèce de petit milieu. Il y avait beaucoup ça. Là. Moi, j'ai eu comme prof un des gars qui a coécrit le rapport Bouchard-Taylor. En fait, c'était le bras droit de Charles Taylor. Fait qu'on savait tout où il campait. Puis les gens qui travaillaient avec lui, maîtrise, doctorat, c'est tous des gens qui partagent à peu près toutes ses idées puis qui écrivent sur les mêmes thèmes que lui. Là. Donc, ça devient un peu comme une espèce de petite coterie. Là. Alors que si tu es apolitique ou disons que tu essaies de l'être le plus possible, il y a moins de gens, j'ai l'impression, qui ont tendance à s'agglutiner autour de toi comme prof parce qu'ils te voient comme un genre de maître à penser. Là. C'est ma perception. Je te dirais que je ferais une grosse nuance sur ce que tu dis. Le garde-fou, ce n'est pas soi-même nécessairement que nos collègues. Si tous nos collègues sont du même acabit que nous et nous ont choisis parce qu'on est du même acabit qu'eux, là, c'est un problème. Mais avoir un département, donc par exemple, où est-ce que j'étais là, avant que je me déplace aux États-Unis, à George Mason, la place que j'étais avant, c'était King's University College. Mes collègues savaient plus ou moins où j'étais intellectuellement, mais il y avait un de mes collègues qui était un ancien économiste qui avait travaillé pour le NPD, qui était une gauche social-démocrate le plus standard que tu peux avoir. Mais le fait est que quand tu as un collègue qui dit « Vincent, you're saying bullshit » dans un séminaire, ça te garde un peu dans ton comportement pour même titre que je peux dire « Oui, parce que moi, ça m'arrivait souvent. En fait, lui et moi, on est des amis incroyablement proches. Mais dans tous les séminaires, on s'envoyait des tirs de semonce, mais c'est parce que les deux, on était les garde-fous de l'un et l'autre. Mais comme notre schème de priorité, c'était que la question de recherche primait sur la réponse à la question, bien dans ce cas-là, les deux, ce qu'on pouvait faire, c'était se servir l'un de l'autre pour éviter qu'on change l'ordre des priorités.
C'est ça qui est fait la force d'une université, qui en fait une place où les gens peuvent vraiment apprendre, peuvent vraiment découvrir, acquérir les talents qu'ils ont besoin d'acquérir. C'est en ayant une communauté diverse de gens. Et ça veut dire que tu peux avoir des gens qui ont des idéologies, qui ont des causes qu'ils aiment, qui ont des courants de pensée qui leur sont propres, mais ils n'évoluent pas seuls comme un seul groupe. Le fait que tu aies des discussions avec des gens qui ne pensent pas comme toi, c'est encore mieux. C'est pour ça, par exemple, dans certaines universités, puis ça, c'est des choses qui sont vraiment utiles comme ça, tu ne permets pas au département de se tenir ensemble. C'est-à-dire que sur le même étage, tu mets un prof de psycho, un prof d'économie, un prof de sciences politiques, juste pour qu'ils soient forcés un peu d'interagir entre eux au lieu de permettre des silos. Là, ça devient de l'organisation industrielle au niveau de l'université sur comment tu gères, c'est quoi ta philosophie d'université. Mais c'est un exemple ici de qu'est-ce que tu peux faire pour avoir une communauté diverse. C'est que tu ne t'attends pas à ce que le chercheur soit apolitique. Tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui le force à ne pas être trop politique. Tu attends encore une fois une question d'incitation, de contrainte, des règles du jeu. Et des fois, ce qui se passe, c'est que si tu donnes à tout le monde le pouvoir d'être arbitre, donc de caller ta bullshit à toute fin pratique, c'est ça que c'est un arbitre, là, tu vas avoir des garde-fous qui vont forcer les professeurs à faire ce que la mission fondamentale d'une université devrait être, la recherche de vérité, le transfert de connaissances, la transmission de talent. Hey, parlant de transfert de connaissances, il faudrait transférer quelques connaissances à François Legault, j'ai l'impression. Parce que... Il va falloir que tu me quantifies quelques, parce que tu as l'air de dire comme si c'était si peu, mais il y a eu une bonne séquence économique la semaine passée, puis je sais que c'est intemporel le podcast, mais on vous met un peu en contexte. François Legault qui tweet « Bonne nouvelle, des salaires. Boum, des salaires en cuisine ». Non, on fait un podcast une fois par semaine avec un économiste, on ne peut pas parler de ça. Attends un peu, juste pour remettre les gens en contexte qui n'ont peut-être pas vu, c'est ça, il retweet un article qui dit pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la restauration, 2 points, boum, des salaires. Et lui, il écrit en haut, bonne nouvelle. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un se réjouir d'une pénurie de main-d'œuvre. Mais en tout cas, bref. On te laisse la glace, on s'amuse. OK. Je vais y aller dans le sérieux. Ça n'existe pas, les pénuries de main-d'œuvre. C'est la seule manière que tu peux l'avoir, il faut vraiment que tu aies un critère spécifique, c'est que tu empêches des gens d'entrer dans un secteur. Normalement, ce qui va se passer dans une économie, c'est que tu vas avoir des différences de salaire entre secteurs, mais elles vont être uniquement égales au coût d'acquérir les talents pour transférer vers un autre secteur ou les coûts de recherche et des coûts de recherche d'emploi pour que les employeurs et les employés se matchent entre eux. Mais en général, ce qui se passe, c'est que ce qui se produit, puis là, c'est ce qu'on appelle le concept d'équimarginalité, c'est que ce que le travailleur produit, divisé par son salaire, va avoir tendance à s'égaliser entre tous les secteurs. Parce que si ce n'est pas égal, tu es en train de dire aux gens, quitte ce secteur-là pour aller dans ce secteur-là. Parce que si, mettons, le ratio est plus élevé, ça veut dire que ce que la personne produit par heure vaut beaucoup plus. Donc, tu pourrais avoir plus de salaire, puis l'employeur, lui, ce qu'il voit, c'est que ça veut dire peut-être que ses biens ont des prix plus élevés. Donc, il faut qu'il embauche quelqu'un de plus pour augmenter l'offre de son produit. En augmentant l'offre de son produit, le prix baisse. Mais là, ce qui se passe, c'est que quand tu as une pénurie de main-d'œuvre, ce que ça veut dire, c'est une des deux, c'est que c'est là que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas une pénurie. Ça veut juste dire que les autres secteurs sont plus productifs que toi, puis tu n'es pas capable d'attirer des gens au salaire qu'eux sont capables d'attirer, étant donné leur productivité relativement à la tienne. La seule manière que tu vas pouvoir avoir ta main-d'œuvre, c'est que si tu augmentes tes salaires ou que tu baisses le prix de ton produit. Ça reste que tu n'es quand même pas présentement dans un marché non plus normal. Dans le c'est sens ça. C'est ça, là. C'est là l'exception. C'est là l'exception. Parce que tu prends quand tu parles à des dirigeants de restaurants, où est-ce qu'ils ont perdu le plus de personnel, ils sont capables de suivre un peu leurs anciens employés.
Une batch se sont ramassés, préposés aux bénéficiaires, des affaires comme ça. Là. Mais ça, je n'appellerais pas ça une pénurie de main-d'œuvre. C'est parce que pénurie de main-d'œuvre, c'est comme si tu étais en train de dire qu'il manque de travailleurs. Je n'accepte pas cette idée. Ce qui est une pénurie de main-d'œuvre, c'est si tu empêches des travailleurs d'entrer dans un secteur ou si tu les décourages exact. d'aller travailler. C'est plus là qu'on est présentement au Québec. C'est ça. Ben, c'est Mais ça. là, dans ce cas-là, c'est pas la même chose. C'est parce que les mots doivent dire quelque chose. Pénurie de main-d'œuvre, ça veut rien. Il faut que tu aies une intervention qui crée une distorsion dans le marché. Tu ne peux pas avoir une pénurie de main-d'œuvre dans un marché qui est libre et sans friction. Tu peux avoir des pénuries de main-d'œuvre s'il y a des frictions naturelles, comme quand je te disais, les gens ont des coûts de recherche d'emploi. Donc, c'est pas facile de trouver un employé, right? Mais ça, des sites, des agents de placement, il y en a. Des entreprises privées ont tendance à trouver des manières de réduire ces frictions-là parce qu'elles sont coûteuses. Il y en a de moins en moins. Je pense qu'il y en a encore beaucoup. Je pense que quand tu regardes la littérature empirique, il y en a encore beaucoup, mais c'est nettement moins qu'il y a même à peine 20 ans. Donc, tu as tendance à les éliminer. J'ai vu un meme Facebook, Vincent, qui explique vraiment mieux que toi. Là. On n'est pas en pénurie de main-d'œuvre, tu as parfaitement raison, on est en pénurie de travailleurs. Ça, je serais plus prête à dire ça. Non, mais il y a aussi, un peu quand je dis ça. Là. Mais il y a aussi un effet que je pense là, ça peut devenir important. C'est que quand François Legault parle dit bonne nouvelle, les salaires qui augmentent, oui, si c'est à cause que la productivité augmente. Le problème, c'est que c'est possible que les salaires augmentent parce que, ça, c'est des fois des drôles de paradoxes, c'est qu'ils augmentent parce que tu n'es pas capable de trouver des travailleurs, tu es obligé d'augmenter tes prix, tu es obligé de, à toute fin pratique, t'ajuster en utilisant plus de capital. Dans ces cas-là, ce que tu produis, c'est effectivement, tu pourrais avoir une augmentation des salaires, mais c'est une augmentation des salaires un peu par accident. Parce que c'est ce que j'ai dit tantôt quand j'ai écrit marginalité. Là, je sais que je vais dans le technique, là, mais je vais essayer de simplifier le plus possible. C'est que c'est le salaire du dernier travailleur embauché. Mais quand Statistique Canada mesure le salaire moyen, ce qu'elle mesure, c'est ceux qui ont une job. Si demain matin, ce qui se passe, c'est des politiques qui désavantagent, disons, les travailleurs à faible salaire, puis donc tous les gens qui ont des faibles salaires disparaissent de la distribution, le salaire moyen va augmenter. C'est pour ça que des fois, c'est pour ça que les gens, il faut que tu comprennes que quand ils parlent de salaire, si demain matin, en fait, ça c'est un paradoxe. Si demain matin, une explication que tu vas aimer pour tout ce qui se passe aussi peut-être en restauration. Vas-y. Je sais que je ne finis pas tes phrases, mais si on te les laisse finir, ça prend une demi-heure. C'est comme ma femme. Tu savais que dans les restaurants, historiquement, l'argent côté pourboire est un peu trop vers les serveurs-serveuses. Okay? Dans le sens que c'est eux autres qui sont typés et tout ça. Il y a plusieurs restaurants, pour équilibrer un peu les choses, vont se servir pour dire, ben, écoute, le service qu'on offre en restauration, c'est un équilibre entre la serveuse qui est good looking, qui a une bonne présentation, qui est attentionnée avec les clients. Mais il ne faut pas négliger le gars qui lave les assiettes, il ne faut pas négliger l'hôtesse en avant, il ne faut pas négliger le cuisinier qui a fait de la Christie de bonne bouffe, puis eux autres sont pas à pourboire. Donc, il y a toujours eu des conventions dans les restaurants pour partager des pourboires d'une certaine façon. Étais-tu au courant que la CNESST était impliquée dans la convention de partage des pourboires? Check ce que je vais te lire là. Créer une convention de partage des pourboires. Là, je suis le site de la CSST. Là. La convention s'applique seulement si la majorité des travailleurs pourboires acceptent et signent la convention. Ah, c'est quoi cette crise de merde-là? T'es pas au courant? Hein? Non. Loi sur les normes du travail. Dans des restaurants, c'est encore plus drôle. Article 39.1 à 51.1. Guide d'interprétation et jurisprudence sur le modèle de convention de partage des pouvoirs. On a légiféré pour aller partager les pourboires dans les restaurants, ce qui rend ça quand même assez compliqué. Ce qui fait en sorte que probablement, il y a bien des restaurants qui maintenant ne les partagent plus parce que c'est régi par le gouvernement, parce qu'ils ne veulent plus perdre le temps avec ça. L'affaire, c'est que c'est venu déséquilibrer un peu les choses parce que là, tu te ramasses avec des serveuses qui sont techniquement payées beaucoup plus cher qu'avant, ou serveurs-serveuses. Et le gars en cuisine qui, lui, finalement, là, ça doit venir carrément de la poche du restaurateur, puis ça met une pression à la hausse sur les salaires. Quelque chose qui s'équilibrait probablement naturellement dans la régie interne du restaurant et maintenant légiféré et réglementé. Je ne sais pas c'est quand qui ont passé ces lois-là, je n'ai aucune espèce d'idée.
Mais quand tu vois que le gouvernement vient des fois dans une entreprise avec une loi, puis il vient un peu fucker le chien, là, ça en est un Christy de bon exemple. Puis, je ne sais pas c'est quoi l'étendue de tout ça. Je n'ai pas fait de recherche, je n'ai pas l'intention d'en faire. C'est juste que quand on a parlé de ce sujet-là la semaine passée, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, puis ouais, les affaires, là, c'est que nous autres, on recevait des pourboires avant, là, on n'en reçoit plus tout, on travaille en cuisine. Fait que c'est sûr que moi, à 17$ de l'heure, je ne travaillerais pas en cuisine. C'est pas vrai. Mais regarde, mais c'est là encore une fois que tu vois comment des fois l'État pourrait. Bon, là, je vais faire de la spéculation, donc je vais être délicat là, quand je vais le dire. Dans un marché compétitif, si disons, il y a un changement comme une pandémie, par exemple, je ne sais pas, c'est un exemple hypothétique, mais tu n'as plus la même distribution sur tous les intrants qui viennent à produire ton repas. La valeur relative de chaque intrant a changé. Là. Donc, le cuisinier, quand tu fais du Uber Eats, est un beaucoup plus gros deal que quand tu vas au restaurant pour manger en personne. Bien, dans un marché compétitif, tu dois être capable de pouvoir non seulement t'ajuster sur le nombre d'employés, mais aussi sur comment tu les rémunères à l'intérieur de ta firme. Et la seule situation dans laquelle il y aurait vraiment un problème, c'est si tu avais un marché où il y avait peu d'employeurs. Mais à ce que je cherche, la restauration à Montréal ou dans les villes, il y a tendance à avoir plusieurs restaurants. Donc, il y a un petit peu de compétition. Donc, par définition, les gens ont des options. Et là, ce qui pourrait se produire, c'est par exemple, si un chef en vient à dire, écoute, ma cote de tout ça est trop faible, je vais soit quitter le secteur, soit aller dans un autre domaine, ou le boss boy décide d'aller travailler, faire un autre, parce qu'un boss boy, c'est généralement, on va dire que c'est des adolescents, c'est des gens qui sont... La présomption que j'ai, c'est que la plupart des boss boys sont d'un certain groupe d'âge, la plupart en bas de 21 ans, disons. Mais dans ce cas-là, si, mettons, ils voient que tu ne vas pas avoir le même salaire que tu avais en restauration qu'avant, bien, ils vont trouver un autre secteur dans lequel aller. Et là, ce qui va se passer, c'est que là, tu pourrais avoir, par vertu de la réglementation, parce que ce que tu viens de faire, c'est que tu viens d'imposer un peu ce qu'on appelle une sorte de contrôle des salaires, qui est comme un contrôle des prix, mais là, ce que tu fais, c'est que tu crées un déséquilibre. Et là, l'employeur pourrait dire, bien, étant donné que je ne peux pas offrir plus de rémunération au boss boy, je ne suis pas capable d'en tirer plus. Je serais prêt, étant donné le changement dans le marché, étant donné ce qui s'est produit ici, d'offrir un salaire plus élevé au boss boy en réarrangeant la formule des pourboires, parce que les boss boys comptent pour plus maintenant dans la production. Mais là, en enlevant cette flexibilité-là dans la fixation des salaires, ben, tu vas avoir une pénurie de main-d'œuvre. Mais là, regarde la différence avec ce qu'on a décrit avant. Ce n'est pas parce que c'était les prix pouvaient s'ajuster, c'est parce que tu as empêché au prix de s'ajuster. Exactement. Là, ça, c'est beaucoup plus important. Oui. Exactement, parce que, écoute, tu vois, j'ai un article ici, là, une serveuse de restaurant contestait la convention de partage de pourboire imposée par son employeur, tribunal administratif, CNSST. Lui, l'employeur, la convention, c'était 70% qu'elle gardait, 30% qui était remis aux employés derrière. Elle a contesté ça devant le tribunal administratif en disant que ça a été imposé par l'employeur et non pas approuvé par tout le monde, 50% plus 1. Puis elle a gagné son point. Elle a carrément gagné son point. Donc, tu te ramasses avec un employeur vraiment qui a perdu de la flexibilité dans la détermination de ses salaires. Parce que le client, on va se le dire, nos conventions sociales qui régissent le type, c'est quelque chose de non gouvernemental, non réglementé. Là. C'est vraiment une convention sociale. Bon, c'est à peu près 15%. On sait que ce n'est pas ça. Là. Il y a des gens qui vont donner 15, il y a des gens qui vont donner 20, il y en a beaucoup qui vont donner 0, 7, peu importe. Mais grosso modo, un 15%, c'est quand même assez fair pour la plupart des êtres humains normaux qui ne veulent pas se faire gronder avec les yeux de la serveuse. Si tu arrives, puis tu étais dans un contexte qu'avant, la répartition des pourboires faisait en sorte que tu étais capable d'augmenter le salaire indirectement du gars de la cuisine, puis du boss boy grâce à cette convention de partage-là. Puis que soudainement, tu n'as plus le droit de faire ça. C'est vraiment les serveuses qui gardent le cash en avant ou qui refusent de signer une convention de partage. Je veux dire, si ça prend 50% plus 1,
serveurs, serveuses, je vois pas leur intérêt de signer ça. Là, Ouais. Normalement, ils Mais devraient. tu sais, mettons qu'on on élargisse ça un peu. Là. C'est pas un hasard si toutes les places qui ont particulièrement de la misère à se trouver des employés, parlons pas de pénurie de main-d'œuvre, mais parlons de difficultés à embaucher ou de problèmes à trouver des employés. C'est pas un hasard si tous ces secteurs-là ont été touchés par les mesures de confinement puis les fermetures obligatoires. Tu sais, moi, je connais Ben non. quelqu'un qui travaillait dans un gym, puis il disait, oh, ben moi, le salaire, tu sais, c'est pas tant un facteur important. Ce qu'il aimait, c'est l'ambiance cool, c'est pas très fatigant, tu nettoies un peu des machines, tu sais, tu peux même écouter de la musique dans le bureau, tu es assis de l'autre bord du comptoir. C'est pas une job très fatigante. Il est parti pour aller travailler ailleurs, pas parce que c'était mieux payé, pas parce qu'il y avait des meilleures conditions nécessairement, C'était pas fermé. parce qu'il était écœuré, Chris, de voir, conférence de presse ce soir à 17h, ça y est, je vais perdre mon chiffre de jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, puis j'aurai pas de paye encore cette semaine. Fait que maintenant, ça peut faire pendant un temps, ça peut faire après ça pendant un autre temps. Maintenant, ces gens-là, ils s'en vont ailleurs, puis je le remarque autour de moi, là. Je sais qu'on ne veut pas trop parler de la pandémie dans ce podcast-là, mais il y a un bris de confiance. Beaucoup de gens sont persuadés que ça va se reproduire encore, puis ils fuient ces secteurs-là. Ce n'est pas un hasard si les épiceries, où les gens sont quand même payés des salaires pas très élevés, ont moins de problèmes à se trouver de la main-d'œuvre, puis ils ont beaucoup de CV que des restaurants, par exemple, ou sensiblement. Si tu travailles à la boucherie du restaurant ou à la boucherie de l'épicerie, pas mal un travail qui se ressemble, mais au restaurant, ils ne sont pas capables de trouver personne, même en donnant des salaires plus élevés, parce que les gens, ils ne veulent pas perdre leur emploi. Donc, on a comme redécouvert une affaire qu'on ne pensait pas avant. Aujourd'hui, les gens pensent à ça se peut que je ne veux pas travailler quelque part où je peux perdre mon emploi sans préavis comme ça. Puis ça a une valeur qu'avant, on ne quantifiait pas. Tu ne pensais pas à ça. Tu ne disais pas, ouais, les gyms, je ne suis pas sûr. Ça va sûrement reconfiner maintenant puis je vais perdre mon travail. Mais aujourd'hui, les gens y pensent. Mais ça ramène à ce qu'on jasait la semaine passée avec les différences compensatoires. Là, ce que tu dis à l'employé, c'est qu'il y a de plus en plus de risques qu'il n'y ait pas un revenu stable. C'est ça. La personne va demander, si je ne suis pas garanti un certain nombre de jours, je demande un salaire horaire plus élevé. Mais là, la question, en fait, c'est, parce que si c'était, on va faire une hypothèse, si vraiment la fermeture des gyms était absolument nécessaire, dans ce cas-là, ça serait difficile de dire que c'est nocif la fermeture en soi. La partie que je pense que vous êtes en train de présumer ici, là, c'est que la fermeture n'était pas nécessaire. Puis c'est là que je pense que ça aurait peut-être été mieux de laisser, puis là, ça revient un peu des fois à ma philosophie en général, que les gens sur le terrain ont une bien meilleure maîtrise des risques relatifs qu'ils ont que ce qu'on apprécie. Surtout si tu es imputable en responsabilité civile pour les choix que tu fais. Donc, par exemple, si je suis un propriétaire de gym et que je veux continuer d'offrir mon service, mais que je veux continuer d'attirer des clients, il faut que j'aille des mesures de sécurité, il faut que je fasse certaines choses, ce qui, OK, augmente mes coûts, mais je suis capable de garder ma clientèle dans ce cas-là parce que je match le nouveau niveau de risque qui est observé en société. Là, dans ce cas-là, la différence compensatoire pour attirer le gars, ou parce qu'il y a une éclosion, puis le propriétaire dit, je veux juste fermer 2 jours. Mais là, le propriétaire pourrait dire, je vais employer moins de monde, je vais utiliser plus d'équipements électroniques, j'aurai plus un gars à la caisse, je vais juste avoir un swipe card. C'est toutes des décisions que tu peux laisser aux entrepreneurs de faire et que je pense qu'un fonctionnaire, un bureaucrate n'est pas capable d'identifier parce qu'il y a une diversité d'options dans l'ajustement. Puis c'est là peut-être que moi, je ferais la nuance que je ne vois pas nécessairement un problème à ce que les gyms ferment. Je vois un problème à ce que les gyms ferment de manière arbitraire, de manière arbitraire par un politicien, surtout que il y a eu tellement là, on peut rentrer dans la pandémie un peu, mais il y a eu tellement de fermetures qui étaient ça ne fitait pas du tout avec ce qui était dit dans la littérature. Il y en avait que c'était clair, que je pouvais voir une justification, que tu pouvais t'ostiner un tout petit peu, tu pouvais voir qu'il y avait des zones grises, mais il y avait aussi des endroits qu'il n'y avait pas de zone grise. Donc, par exemple, les terrasses, les écoles primaires. Il y avait des endroits dans lesquels, en fait, c'est pas juste, on dit les terrasses, les écoles primaires, ça m'énerve un petit peu parce que je suis en train de dire comme s'il y avait un type de terrasse qui était le même niveau de risque partout à travers le Québec. Mais probablement que ça aurait été mieux, par exemple, de donner aux municipalités le pouvoir de dire
non, on ferme les terrasses, par exemple, Montréal. Mais Ville-Saguenay, Saint-Calix, voyons, Saint-Calix Ouais. au milieu des. Ouais. Je suis en train de mélanger des choses. C'est moi, pas mon point. nécessairement des choses que tu aurais. En tout cas, là, je suis en train d'embarquer sur un Non, mais pandémie. j'allais dire, moi, mon point, c'était pas d'un jugement de valeur sur est-ce que c'était moral ou pas, ou est-ce que c'était nécessaire ou pas de faire ces fermetures-là. Mon point, c'était la personne qui est tentée ou qui travaille dans cet endroit-là, elle voit le fait de travailler dans un secteur qui peut arbitrairement être fermé n'importe quand pour plus ou moins de Regarde, raisons. je parlais mal. Ce qui est important, ce que j'essayais de dire, c'est l'arbitraire qui agit comme une taxe ou un contrôle des salaires qui, là, peut créer une pénurie de main-d'œuvre dans le sens que les économistes le disent. Parce que là, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas une friction inhérente au marché qui cause ça. C'est un risque qui est purement lié aux interventions de l'État. Un contrôle des salaires, ça fait ça. Un salaire minimum, ça fait ça. Une intervention. Le risque que le politicien se lève un matin et dit « j'ai décidé », bien, ce n'est pas nécessairement la présence d'une politique, mais comme les gens voient un petit peu les choses à travers le temps, bien, ils anticipent un tout petit peu, mais là, c'est la même chose qu'une réglementation. Donc, l'arbitraire, c'est... Nos frontières qui sont trop rigides, il ne faut pas le nier non plus. Le fait l'immigration, ça reste compliqué, surtout en temps de pandémie, là, c'est quand même pas si facile que ça, faire venir les gens. Ça cause problème parce que si on ouvre les valves un peu plus, naturellement, c'est plus facile de combler les postes qui sont disponibles. C'est assez évident dans ma tête. Mais on dirait qu'on ne veut pas aller vers là. Il faudrait vraiment pas avoir trop d'étrangers dans notre petite province qu'on aime tant de ceinture fléchée. Mais on a besoin d'aide. On a réellement besoin d'aide parce qu'il y a des gens qui sont plus aussi prêts qu'avant à trader des divertissements ou des temps libres pour des jobs plus manuels. C'est la réalité dans laquelle on vit présentement. Mais cette affaire-là des pourboires, elle m'avait fasciné un peu parce que la pénurie de main-d'œuvre en restauration existait avant la pandémie. C'était un sujet qu'on entendait parler souvent. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Bon, il commençait à avoir une surchauffe économique tranquillement aussi qui se mettait en place, mais la pénurie de main-d'œuvre, on l'entendait souvent dans la restauration. Puis je n'étais pas au courant de cette loi-là qui avait passé, mais moi, c'est sûr que je le vois vraiment comme un élément qui vient vraiment changer la donne dans la façon de distribuer les salaires. Je ne pense pas que ça aide. Je pense pas que ça aide. Puis, ça doit enlever des options aux employeurs pour attirer du monde. C'est que le marché n'a pas eu le temps non plus de réagir tant que ça, parce que des fois, c'est ce qu'on a un peu de misère en économie. On comprend les grands concepts, puis on s'imagine que les changements sont instantanés. On oublie la période d'ajustement. Le prix s'ajuste en fonction de l'offre et de la demande, mais je veux dire, ça ne se fait pas dans la nuit à minuit et quart. Ça prend un certain temps, un peu on overshoot, on undershoot, puis éventuellement, on finit par trouver un certain équilibre jusqu'à temps qu'il y ait une autre disturbance qui arrive qui est vraiment puissante. Mais ça reste que, présentement, la pandémie a encore ses effets. Je veux dire, cet effet temporaire-là, pandémique, n'est pas parti. Ça va prendre encore du temps avant que ça parte. L'effet de l'argent imprimé n'est pas encore dissipé. Elle est encore accumulée dans beaucoup de comptes de banque. Elle n'a pas été encore libérée. Elle n'a pas été encore mise à contribution. Il y a plein de consommations discrétionnaires qu'on ne peut pas faire présentement. Donc, ça va être de voir l'effet de tout ça quand ça va se faire, quand on va finalement retrouver une économie complètement libre, ou du moins ce qu'elle était avant la pandémie. Bien, ça, la libération des ressources financières qui va s'effectuer à ce moment-là, on va voir ce que ça va donner. C'est dur de se prononcer sur bien des sujets tant que ça, ce n'est pas arrivé. Mais là, c'est l'aspect temporaire de la chose qu'on a de la misère à se figurer aussi. Mais chose qui est sûre, c'est que là, tu es là, tu dis, dans la restauration, si cette pénurie de main-d'œuvre-là, je vais mettre des guillemets au grand bonheur de Vincent, elle persiste, ben, un premier ministre ne peut pas arriver et être heureux de ça parce que là, tu te dis, attends un peu, il va avoir le marché va vouloir chercher le bon prix pour payer les cuisiniers. Le marché va vouloir chercher le bon prix pour payer les plongeurs. La réponse va être probablement un montant plus élevé et ça va se traduire indéniablement, éventuellement, vers une facture plus élevée aussi vers le consommateur. Donc, il y a une exception. C'est si tu trouves des manières de réduire les coûts des entrepreneurs qui ont des restaurants. Ça, parce qu'au final, ça j'haïs ça quand les gens pensent de même, mais un employeur ne te paye pas juste un salaire. Il
paye d'autres choses. Il paye ta formation, il paye le taxe sur la masse salariale, il paye son temps qu'il a à t'entraîner. Le coût pour un employeur, c'est pas juste ton salaire. Ton salaire, Mais c'est ça une va bonne partie. rarement en diminution tout ce que tu viens de nommer. Là. Exactement. Mais l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs parties des coûts d'un restaurant qui sont associées, par exemple, au nombre d'employés que tu as, que là, si tu en embauches plus, tu as plus de coûts. Et il y a énormément de réglementations, par exemple, sur le type de commerce que tu as. Est-ce que tu peux avoir un commerce de rue? Est-ce que tu peux avoir... Juste le fait, par exemple, qu'à Montréal, j'avais fait une étude sur ça pour les EDM il y a quelques années. À Montréal, il y avait un nombre limité de licences qui étaient permises et il y avait un comité qui jugeait si ta nourriture méritait d'avoir un... C'est pas une joke, il y avait un comité créatif. Il y avait vraiment ça. Et j'avais parlé avec une des femmes du comité créatif. Puis tu ne peux pas demander est-ce que les gens vendent des hot dogs comme ça sur la rue? J'ai dit oui. J'ai pas, j'ai pas de problème à manger des hot dogs à 1,50 sur le bord de la rue. C'est pas du tout choquant si les gens veulent ça. Moi, tu me dis ça, puis ça sonne corruption potentielle dans quelques années. Là. Pas au début, parce que les gens sont sûrement bien intentionnés. Là. Mais je suis sûr qu'il va y avoir un scandale éventuellement, parce que le mécanisme d'attribution était absurde. En plus, il y avait une règle aussi qui disait qu'il fallait que tu aies déjà un restaurant. Donc, tu ne pouvais pas être séparément de cette activité-là. Mais vois ça de même. Ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de dire, regarde, j'ai une manière d'augmenter ma clientèle, donc d'avoir un volume plus grand. Et donc, de me servir, par exemple, avec moins de taxes municipales, parce qu'il y en a, mais aussi de pouvoir le lier comme une plateforme de publicité, comme quelque chose qui amène des gens dans mon restaurant. J'augmente donc ma productivité, moi, comme commerçant. Mais là, tu m'imposes un coût additionnel pour le faire. Je dois me plier à travers tout ça. Mais aussi pour la personne qui veut juste, par exemple, acheter un cart. Des cartes, tu peux en trouver pour quelques milliers de dollars, puis tu es parti en business. Ben là, tu enlèves des options aux gens pour justement avoir des salaires plus élevés dans d'autres secteurs, mais aussi tu augmentes les coûts avec le mécanisme pour l'entrepreneur lui-même d'être plus compétitif. Ajoute à ça les taxes municipales sur les restaurants, la réglementation sur la qualité. En fait, je serais prête à te défendre... Les permis de ci, les permis de ça. Le MEV, toutes ces choses-là, les modules d'enregistrement des ventes, toutes ces choses-là. Là, es-tu en train de dire qu'il y a des restaurants qui étaient plus productifs quand ils crossaient l'impôt? Là? Ben oui. Mais justement, par rapport à... T'as bien pas de cœur. Non, mais les bains de grand-maman qu'on ne peut pas donner parce qu'ils ne payent pas leur juste part. Le bain de, comment il s'appelle, le gars du linge? Là, le bain du père. Tu faisais les bains qu'on ne donne pas présentement. Ouais, non. OK. Non, on les donne maintenant. Il y a la taxe Netflix, ça a tout réglé. Ah, OK, d'accord, je m'excuse. J'avais oublié, c'est si facile que ça. La taxation, ça règle tous les problèmes. Mais mettons que... C'était Netflix, hein, je pense. Oui, c'était Netflix. Mais mettons qu'on parle, mettons qu'on amène le point de l'impôt ou des taxes, justement. Mettons qu'on dit demain matin, comme ça s'est fait dans d'autres pays, mettons on dit demain matin, toutes les heures supplémentaires sont libres d'impôt à 100%, est-ce qu'on a cette discussion-là? Infaisable. Non, ça s'est fait dans des shitholes comme la France. Écoute, quand ton modèle économique implique la France, c'est vraiment un mauvais point de discussion en général. Honnêtement, j'ai trouvé les politiques publiques les plus ridicules en termes de marché du travail en France. Les États-Unis sont proches deuxième, là, parce que les États-Unis laissent un marché très libre pour certaines choses, mais sur d'autres fonctions, comme par exemple devenir coiffeur ou hair braider, là, pour ceux qui font leurs sourcils. C'est une profession réglementée aux États-Unis. C'est pas une joke. Les gens ne savent pas ça, mais c'était tellement ridicule que des think tanks un peu plus libertariens on se sont servis du ridicule de réglementer. Les ménages d'un commerce au Québec. Les ménages d'un commerce au Québec, les gens ne le savent pas, mais il y a des décrets gouvernementaux pour ça. Puis je pense que comme les coiffeurs, faire le ménage dans un commerce, passer à mop à terre. Il y a vraiment un décret gouvernemental pour ça. Puis la plupart des gars de business que j'ai vus dans cette lignée d'affaires-là finissent toujours par foutre tous leurs employés à la porte, prendre moins de contrats puis le faire eux-mêmes parce qu'ils disent écoute, avec des employés, avec ce qu'on m'oblige à les payer, de la manière que c'est réglementé, tout ce que je dois suivre, tout ça, c'est vraiment plus simple de juste pas avoir d'employés.
Il dit, je fais le choix de downsizer puis de me limiter à ma propre productivité parce que le reste est rendu trop compliqué. Puis ça, il y en a plusieurs qui pensent comme ça. Ils finissent toujours par prendre un gros contrat à un moment donné, ils sont obligés de réengager du monde, puis au bout de 2-3 ans, ils finissent par dire, écoute, le gros contrat, finalement, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Puis je vais continuer de faire mes petites PME moi-même, puis de ne pas engager personne. C'est bien triste ce que tu dis parce que moi, ça me montre qu'il y a tellement de petits effets pervers de réglementation qu'on ne voit pas. Parce que souvent, l'ajustement qu'on fait est tellement petit dans l'immédiat que le coût a l'air d'être minuscule. Mais ce n'est pas ça le vrai coût. Le vrai coût, c'est qu'est-ce que tu t'es privé comme chemin en allant de l'avant. Peut-être que maintenant, l'effet, c'est quelques cents de moins. Mais si ce que ça fait, c'est que ces quelques cents, il faut que tu imposes, il faut que tu mettes ce qu'on appelle l'intérêt composé. Ces quelques cents-là, à quelques différences sur le long terme, peuvent avoir des implications majeures sur le bien-être. Puis ça me fait penser, il y a un article en économie d'un gars qui avait publié ça dans le Journal of Regulatory Economics. Puis il avait juste pris le nombre de pages aux États-Unis dans le code réglementaire, la Gazette, là, et il a regardé qu'est-ce qui se serait passé aux États-Unis en utilisant les différentes variations s'ils avaient gardé le même nombre de pages qu'ils avaient en 1949. Ce qu'il disait, c'était qu'en 2014, je pense, son chiffre, les États-Unis seraient 62 ou 65, je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus la proportion, mais c'était 60% plus en termes de pourcentage, 60% et plus riches comme pays si tu avais gardé des réglementations comme il y avait en 1949. Les États-Unis en 1949, ce n'était pas le paradis free market. Il n'y avait pas 0 page de réglementation. Il dit juste si tu avais gardé ça à un niveau qui était celui-là fin des années 40, tu aurais un pays qui est 60% plus riche, même si toutes ces petites réglementations-là que tu as ajoutées individuellement, là, c'est tellement vrai ce que tu dis parce que, tu sais, quand on était plus jeune, on se disait tout, hey, un jour, on va pogner le mur, puis on va pogner le mur, puis vous allez voir, on va frapper le mur. Puis là, le mur s'en vient, là, puis éventuellement, on va le pogner, le mur. Non, tu ne frappes pas un mur. Ce que tu fais, c'est que tu laisses un chemin de ça. Mais c'est différent. L'idée du mur, c'est comme si. Ça m'énerve des gens qui disent on devrait juste laisser les choses aller, puis ils vont aller dans l'extrême, puis là, les gens vont revenir comme un balancier. Ça ne marche pas comme ça, l'économie. Si ça marchait de même, le monde serait bien beau. Puis ce que tu aurais à faire, c'est attendre puis faire ton timing. OK, fait que la solution, c'est pas de mettre Québec solidaire au pouvoir. Ouais, si ça marcherait de même, ça peut faire comme en URSS durer 70 ans aussi. Là. Le mur peut être long. Là. Ben, c'est pas une question de mur. La question, c'est la question d'un chemin. C'est que si tu te mets, imagine dans la tête le chemin à travers le temps sur l'axe tu mets sur ton axe horizontal, puis ton revenu sur l'axe vertical, ben, le chemin, si tu décides de réglementer plus, il est plus plat. Il y a une pente moins prononcée, puis tu augmentes moins vite chaque année. Celui où est-ce que tu as tendance à laisser plus de flexibilité aux entrepreneurs, plus de flexibilité sur le marché du travail, tu vas avoir une pente beaucoup plus prononcée où est-ce que, au moment présent, tu regardes juste une petite section de l'axe horizontal, tu vas dire, hey, ben, la différence, c'est petit, mais parce que tu t'es mis sur l'autre chemin, ben là, la différence dans le long terme peut être massive en termes de bien-être. Puis ces petites réglementations-là dont on parle, là, je te dirais que le truc des pourboires, le truc des MEV, le truc en fait, par exemple, moi, je trouve que les réglementations sur la qualité des restaurants, plus souvent qu'autrement, ça ne sert absolument à rien. Surtout dans l'époque de Yelp puis de Google Review. Je suis vraiment très sceptique de qu'est-ce que le Bureau de sanitation de Montréal ajoute relativement à ce que... T'as-tu vu ce qui s'est passé avec les reviews de chez Lévesque? Non. Chez Lévesque a reçu François Legault en fin de semaine pour manger sur sa terrasse, sa première terrasse. Son déconfinement va très bien, François. Fait que là, chez Lévesque, il reçoit photo avec la petite pancarte, c'est tout cute. Là, il y a des gens qui étaient là et ils disaient pourquoi il a accepté que le gars qui l'a fermé pendant aussi longtemps vienne manger chez eux. Hey, dude, il y a 700 000 personnes sur la page Facebook de François Legault. Il y a la petite pancarte chez Lévesque, sa photo. Je pense qu'il était content de le recevoir. Ben, moi, je sais c'est quoi ce resto-là à cause de cette photo-là. Exact. Je ne savais pas c'était quoi avant. L'affaire, c'est que là, il y a des militants qui sont arrivés et qui ont dit hey, lui, il a reçu François Legault, il dit c'était un mauvais restaurant. Fait une étoile. Fait que là, sa cote est passée de 4,3 à dropper à 3,9. Mais là, tu as eu d'autres militants qui disent hey, les complotistes sont en train de faire de quoi? Ça n'a pas de 5 étoiles, 5 étoiles.
Fait que là, ça remonte à 4 points. Peut-être que j'allais voir t'as combien. Là. Mais là, t'es là, tu dis, OK, là, il y a une bataille sur les conspirationnistes puis les vertueux. Ouais, Mais ça revient encore à ce qu'on dit tout le temps, tu politises ben trop des affaires. Quand tu en viens à politiser ton restaurant, là, tu sais, où est-ce que tu décides d'aller manger, peut-être que tu exagères juste un tout petit peu. Je veux dire, je pense honnêtement, aucun de nous trois ici s'est dit, ouais, a tiny little bit. Little tiny deficit. Tu te rappelles It's de so Harper? small. Oui, c'est ça, c'était quoi? Tu te rappelles de Harper? It's a tiny deficit. It's going to be so small you won't see it. But then, oh wait, it's a bit bigger now. Il fait quelque chose comme ça, mais je pense que c'est la seule fois de sa vie que je l'ai trouvé drôle. C'est vrai. Ou la fois qu'il avait dit érection au lieu d'élection. Écoute, là, j'ai perdu le fil complètement. Je trouve que c'est un bon mot de la fin. Ouais, on va s'en tenir à ça. Il n'y a rien à rajouter. C'est ça. On va essayer d'être plus discipliné la prochaine fois.